des nanas, il y avait machin. Ouais. Et ouais, je dirais ce serait le moment où tu pouvais t'asseoir sur une chaise, tu regardais le spectacle Bien, quoi. et tu te dis, le spectacle il est beau quand même. Et en même temps, c'est ce qui m'a forgé mon caractère, peut-être, certes, des fois un peu dur du coup. Un grand-père qui était résistant, maquisard, tout ça, qui a vécu la guerre et qui avait laissé un livre pour notre famille en héritage. Oui. Qui commence sa phrase avec si j'avais pas fait la guerre, je n'aurais jamais eu 20 ans, quelque chose comme ça. Est-ce que j'aurais un jour 20 ans? Je ferais tout différemment. Tout? Bah oui, tout différemment parce que... C'est ce qui fait de toi qui tu es aussi. Ouais. Bonjour Loïc. Salut. Bienvenue sur le podcast. Merci. Aujourd'hui, on va voir un peu ton parcours, d'où tu viens et qu'est-ce qui fait de toi qui tu es aujourd'hui. Ok, ça marche. Je me sens très bien aujourd'hui. Ouais. Bien sûr, ouais, on va pouvoir replonger dans mes souvenirs avec grand plaisir. Si tu devais décrire ton enfance en quelques mots, que dirais-tu? Je la dirais exigeante. Ok. Je la dirais exigeante. Je la dirais pas sévère ou difficile ou quoi, mais exigeante. Si je remonte encore plus loin, un grand-père qui était résistant, maquisard, tout ça, qui a vécu la guerre et qui avait laissé un livre pour notre famille en héritage, qui commence sa phrase avec si j'avais pas fait la guerre, je n'aurais jamais eu 20 ans, quelque chose comme ça. Donc c'est sûr que nous derrière l'héritage, plus ou moins, on se pose la question de dire est-ce que moi, en faisant simplement en prenant la tête à l'école, en travaillant au travail un peu difficile, etc., est-ce que j'aurais un jour 20 ans, est-ce que je passerai le cap? Ouais. Donc ouais, il y a déjà ça et ça a un peu suivi toute la famille. C'est un peu, je trouve, la phrase qui illustre bien ma famille en tout cas. Au travail, je me donne à 200%, quitte à ce que ce soit pas forcément bien payé, etc. Parce que ça t'a inspiré ce livre que t'as lu de ton grand-père et le message qu'il a laissé? Ouais, c'est pas que ça m'a inspiré, mais c'est que on se dit on devrait s'améliorer, améliorer notre famille, notre génération, être de mieux en mieux quoi. Ok. Quand on a un grand-père qui a vécu la guerre, qui a vécu des moments très difficiles, résistant, qui plus est, bah nous derrière faut qu'on assure quoi. Je pense qu'il y a un peu de ça d'ailleurs, un peu de. T'as envie de rendre un peu les sacrifices qui ont été faits. Ouais, c'est ça, de faire de ce monde un monde meilleur peut-être, ouais. De contribuer toi aussi. Ouais. En parallèle, on n'est pas grand sentiment. Ouais. Donc c'est parfois un peu raide, mais quand il y a un bout de sentiment qui part dans la famille, ça fait tout de suite de grandes émotions. C'est puissant tout de suite. Donc peut-être un peu dur quand on est plus jeune, dans mon cas. Ouais. Il y a des moments où tu te dis putain. Oui, quand t'es jeune, t'es un peu plus sensible et t'as besoin peut-être de certaines choses. C'est ça. Une famille un peu plus qui a plus de rigueur n'apporte pas forcément. Ouais, et puis ce qu'on va dire, mais un peu d'amour aussi quoi. Ouais. Un peu d'amour aussi. De l'attention. On a tous un peu cette envie-là. Et en même temps, c'est ce qui m'a forgé mon caractère. Peut-être, certes, des fois un peu dur du coup en partie. Mais voilà. On réplique forcément un peu ce qu'on a vu, ce qu'on a connu. C'est un peu de ça. On essaie de s'en éloigner, mais un peu inconsciemment. Ouais. On reproduit un peu le même schéma. Que quand on est jeune, on essaye de se débarrasser de ça. Et que plus on vieillit, plus on se rapproche du comportement de notre père, de notre mère. C'est exactement ça en gros. Moi, je le vois même chez mes proches, chez mes parents. Plus ils vieillissent, et plus je retrouve leurs parents en eux. Ouais. Ah bah oui, ça, c'est le truc qu'on retrouvera forcément. Et toi, c'est quoi les comportements du coup que t'as identifiés et que t'as voulu te détacher peut-être pour créer ton identité en grandissant? Le premier qui me vient à l'esprit, je dirais, c'est apprendre par soi-même. Ouais. Moi, depuis tout petit, le moindre truc que je voulais engager, etc., mon père a, lui, fait plein de choses. Mais il a toujours plus ou moins un peu contrôlé, pas contrôler ma vie, mais non, fais pas ça sert à rien, tu vas prendre des risques, etc. Donc je faisais pas. À vouloir un peu te mettre un chemin. Te dire va pas là, tu vas te casser la gueule. Alors, en fait, avec le temps, tu te dis mais laisse-moi me casser la gueule, quoi. C'est important. C'est marrant parce que ça contraste avec l'éducation de rigueur où il veut que ce soit dur. Exactement. Mais en même temps il te protège pour pas que t'ailles te blesser. C'est dur mais pas c'est ça, c'est très non mais c'est juste un peu particulier mais c'est juste. Mais après je pense qu'aujourd'hui l'objectivité totale c'est de dire fais.
fais, apprends, casse-toi la gueule, même si je sais la réponse déjà. Tu vas apprendre. Voilà, apprends, et je trouve qu'il y a que comme ça qu'on apprend le mieux. Aujourd'hui, moi, c'est ce que j'ai essayé de détacher un peu ça, parce que au final, quand t'es petit, t'écoutes ton père, quoi, puis ou ta mère, peu importe, et puis tu fais ce qu'on te dit, quoi. Oui, mais tu rends tes parents fiers de toi, tu veux. Voilà, donc il y a plein de choses que j'ai pas faites très jeune que j'aurais surkiffé, quoi. Ouais. T'as des exemples ou... Ouais, bah par exemple, moi qui est sorti de l'école de mécanique, je suis un grand fan de mécanique, et depuis toujours j'adore ça. J'étais passionné, mon père me racontait ses histoires, j'étais passionné. Tu te serais orienté plus vite là-dedans, peut-être s'il n'y avait pas eu ce frein. On le saura jamais, mais sécurité. Mais je dirais que je pense que ouais, s'il y avait eu un domaine où, parce que pareil, quand on est jeune, on nous force un peu à vite trouver notre domaine. Ouais. Mais s'il aurait fallu vite trouver, je pense que ça aurait été le domaine où je serais parti. Et aujourd'hui, je me rends compte que c'est quelque chose que j'adore, quoi. Ouais. C'est que t'as redécouvert plus tard. Et que j'ai redécouvert plus tard, globalement, j'ai appris la mécanique automobile à 21 ans. T'as 23 aujourd'hui ? 24. 24 ouais. Bientôt 25 ? Ou tu dis que t'as 24 ans? Ouais, 24, parce que je compte à l'année. Ouais, c'est plus simple. Donc tu vas avoir 24 ans le mois prochain. Ouais. Ton travail, du coup, aujourd'hui... Alors, moi, je fais de la livraison de café. Je travaille pas dans l'automobile, un peu ironiquement d'ailleurs. On va reposer le contexte de je travaille pas dans l'automobile. Mais en fait, c'est un avis un peu personnel. Chacun le prendra comme il veut et chacun le définit comme il veut d'ailleurs. Mais j'ai appris la mécanique dans une très bonne école, entièrement à l'école, pas d'alternance. Ouais. Et en fait, avec des profs très très qualifiés, hein, donc quand il te dit quelque chose, c'est le cas. Je me suis rendu compte qu'en garage aujourd'hui, c'est peut-être un peu cliché de dire ça, mais avec la comptabilité, tout ça, et en fait on parle beaucoup plus de chiffres que de qualité aujourd'hui, mais même chez les concessionnaires, hein, c'est pareil. C'était plus théorique que pratique. Non, c'était même l'école qui était plus théorique. Ouais. Très théorique d'ailleurs. Aujourd'hui en garage... Je tape pas sur les gens qui sont en garage, hein. Il y en a des très très bons, attention. Mais disons que si je fais gros cliché, on parle on va facturer de la pièce la moins chère, la pièce la plus chère, tu vois, ou la pièce la plus logique à la moins logique. Ouais. Mais on a plus ce truc, tu vois plus de multimètre en garage. Encore une fois, il y a des exceptions, mais on n'utilise pas de multimètre. Moi, toute la journée à l'école, j'avais mon multimètre pour chercher des pannes, des machins, quoi. Ouais. On fouillait. Mais c'est pareil, c'est un peu aussi la société qui veut ça, parce que tu spécialises peut-être certains métiers de la mécanique où tu vas aller voir pour chercher une panne, tu vas aller voir pour changer un pneu. Bah, c'est toujours pas. Avant, peut-être que c'était un peu plus mélangé. Je sais pas, parce que je suis pas sûr. Au contraire, même je pense que tout va revenir d'ailleurs vers les concessions, parce que les concessionnaires commencent un petit peu, enfin les constructeurs, pardon, commencent un petit peu à bloquer un peu tous les accès extérieurs que le leur. Okay. Donc on va finir bientôt par être obligé d'aller toujours chez le constructeur chez qui on a acheté. Alors pour ceux qui ont une Porsche, dommage. Ah ouais. Bon, je crois que Porsche c'est déjà un peu le cas d'ailleurs. Et on cherchait vraiment des pannes, des constructions logiques pour définir une panne, etc. Mais c'est toujours pareil. Une vraie panne, un truc assez complexe, sur une voiture avec beaucoup d'électronique, etc. Si t'as peu d'expérience comme dans mon cas, hein, attention, tu peux passer un jour peut-être à trouver la panne, quoi. Okay. Et va dire au client, je vous facture à 120 € de l'heure, 8 heures. Ouais. Et donc les mecs, ils font plus court. Maintenant, les diagnostics, c'est des forfaits où tu payes une centaine d'euros suivant les constructeurs. Et en une heure, il faut que le technicien ait trouvé la panne. Il s'adapte à la demande, en fait. Et donc, si c'est pas la bonne... Dommage. Et j'ai entendu pas mal d'histoires, ça, des mecs, en fait, qui se sont fait diagnostiquer trop vite. Ils ont changé la pièce, et le mec, il y retourne. Il retourne. Du coup, le garage, il lui a changé toutes ses pièces de sa voiture. Et du coup, ils ont tout remboursé. Donc, pour lui, nickel, il est reparti avec une voiture toute neuve, mais au final, le garage, il a perdu je sais pas combien d'heures, parce qu'ils ont fait un mauvais diagnostic dès le départ, quoi. Ah, mais c'est exactement ça, hein. C'est exactement ça. Je voulais pas travailler dans ce système-là. Après, chacun fait comme il veut. Et il y en a, attention, parce qu'il y en a quand même des très bons. Moi, j'ai connu des techniciens, des anciens qui sont encore déjà avec leur multimètre. Quand t'as arrêté les études, t'avais quel niveau d'études au début ? Alors moi, si on en revient un peu à la famille, j'ai toujours été poussé à t'as le bac et après on te lâche la grappe. Ouais. C'était ça le deal.
Donc j'ai eu mon bac. Alors après j'ai fait un break. J'en avais marre, tu fais 16, 17 ans d'études, 18 ans, je sais plus. D'études, tu dis bon, c'est bon, on a rigolé 5 minutes, maintenant on va faire un peu quelque chose. Donc je suis parti travailler. Bon, je suis allé à gauche, à droite, j'ai un peu découvert le monde du travail. Parce que je me rappelle que quand t'étais jeune, tu t'intéressais peut-être à l'infographie. Ouais, bien sûr. Tous ces sujets-là. En passe-temps, ouais. J'ai une mère qui est plutôt un peu artiste. Et après, quand tu t'es dirigé vers les métiers, t'as pas voulu aller vers là J'ai voulu aussi, mais disons qu'avec le temps, c'était plus ma priorité. J'en fais d'ailleurs toujours, mais je le garde en loisir, mais très subtil, quoi. J'en fais très peu en fait. Ok. Mais j'aime en faire de temps en temps. De temps en temps, ça va me péter. Je vais me faire un dessin, je vais décider pendant des heures, et voilà, je suis content. Mais je suis pas. Non, ça m'a même pas intéressé en tant que métier. Tu voulais pas le rendre professionnel Non, jamais. Après, quand j'étais plus jeune, je m'amusais. À l'époque où il y avait les bannières YouTube qui valaient une fortune. Machin. Je dessinais des bannières, tout ça, pour m'amuser, un peu en loisir. Mais c'était pas. Non, c'était jamais dans l'idée de. C'était vraiment un truc à côté du boulot, quoi. Comme tu vas boire un coup avec tes potes, de la même pas le même kiff, mais un hobby, ouais, vraiment un hobby, quoi. Déconnecté de l'argent. Je me dis que souvent, quand on sort des études, on va se diriger vers les passions qu'on avait déjà avant, et que vu que t'aimais bien ça, et que c'était un métier qui était un peu en expansion, t'aurais pu t'y diriger. Et ouais, puis j'ai carrément le contre-exemple de ça, parce que moi, regarde, je suis passionné de mécanique et je travaille pas dedans. Ah oui. Je travaille dans une autre société qui y a rien d'intéressant, c'est une distribution automatique. Attends, mais reviens d'abord. Là, t'as du coup le bac. Et après, ouais, j'ai fait 2-3 petits boulots, dont un que j'ai bien aimé, c'était dans le marquage au sol. Ouais. J'avais adoré, ça m'a appris une vraie façon de travailler. J'étais tombé sur une boîte de travailleurs. Ouais, c'était avec des équipes qui en voulaient. Ouais, on faisait des grosses heures. Ouais, on faisait en moyenne du 200 heures par mois, ouais. Donc ça fait 50 heures à la semaine. Bon, on travaillait 6 sur 7, voire des fois 7-7. Donc ça, en vrai, ça va vite, ça monte très vite. Ça t'apprend bien les valeurs du travail quand tu commences là. Mais en contrepartie, c'est aussi, je sortais voir personne. T'as plus de vie, quoi. Et l'avantage, même si je gagnais un peu d'argent, c'est que je le dépensais pas, j'avais pas le temps. Oui. C'est comme les gars à l'armée, ils gagnent pas des milliers et des cents, mais c'est qu'ils ont pas le temps de le dépenser. Donc, quand tu reviens de l'armée, t'as plein d'argent parce qu'en fait t'as pas pu le dépenser quand tu étais là-bas. Donc c'est toujours pareil, c'est voilà. Mais après voilà, tu te dis bon, attends, j'ai une chérie à la maison, machin, je vois personne le week-end. Bon, c'est un sacrifice que t'as pas envie de faire pour toute ta vie, quoi. Non, mais par contre, ça m'a appris une vraie valeur du travail, par contre, ouais. Et ça, j'en remercierai jamais assez d'ailleurs. Mais et donc après, tu arrêtes ce job-là. Ouais. Pour te relancer dans des études. Donc là, je me relance dans des études en BTS. Ouais. Donc coup de chance un peu d'avoir été pris. Très peu de place, c'était une bonne école. C'est une bonne école, c'est toujours une bonne école. Et c'est ça, les cours de mécanique dont on parlait tout à l'heure, etc., où il avait travaillé en mécanique, c'est à ce moment-là, quand il a repris son BTS. C'est ça. Et donc BTS, très peu de place pour être pris. Une année sur l'autre, j'ai été aller faire les portes ouvertes. Et quand les sélections, ils ont vu que le mec est revenu 2 années d'affilée, c'est qu'il était intéressé par la filière. Je trouve que d'ailleurs, il n'y a pas mieux pour illustrer ça. Tu sais qu'en 1 an, t'es toujours autant motivé. Donc, il n'y a pas beaucoup de mecs qui se démotivent pas. Et je voulais aller à cette école, quoi. Et c'était cette école, je connaissais la réputation, etc. Voilà, très très bonne réputation, des très très bons professeurs. Et c'est ce qui comptait pour moi à ce moment-là. C'est ce que tu as retrouvé là-bas une fois que tu as été. C'est ce que j'ai retrouvé là-bas une fois que je suis rentré dedans, complètement. Et ça a été ça a été parfait. J'ai tout appris comme il fallait, de la bonne manière. Ça dépendait plus que de mon investissement personnel, quoi. Parce que bon, c'est toujours pareil, ça reste les écoles, et on a envie un peu des fois d'aller sortir, voir des canons, des machins, donc réviser, faire des exercices à la maison, c'est pas toujours motivant. C'est pas toujours facile, Après, on se dit que si on écoute bien à l'école, on a fait 50% du travail. Voire plus. Voire plus si on a l'oreille fine. Et donc, t'as fait ce BTS, t'as fait des alternants, des stages. J'ai fait, pendant le BTS, donc ils demandaient de faire des stages. En entreprise, où t'as pu bosser un peu en mécanique et voir comment c'était. Moi j'ai été un peu dans le groupe, je suis resté un peu dans le groupe PSA. Enfin, Stellantis maintenant. Donc c'est Peugeot, Citroën, tout ça là.
Et j'en ai appris super. Donc j'ai fait mon premier stage dans un petit garage. Donc là où c'était vraiment plus intime, etc. J'ai beaucoup aimé l'ambiance d'ailleurs. Ouais, ambiance un peu plus familiale. Un peu plus familiale, tout ça. Et donc j'ai bien aimé. Après il y avait toujours encore cette histoire qui rentrait en jeu de... on fait moins de diagnostics intelligents. Ouais, même dans une petite société comme ça. Même dans une petite société. Après, c'est toujours pareil. Il y a aussi le parallèle avec les anciens qui sont qualifiés, te disent c'est ça, tu peux être sûr que c'est ça. Oui, ils ont l'expérience qui parle. Donc il y a l'expérience qui parle aussi. Donc c'est toujours pareil. Quand toi t'es jeune, t'es machin, on te dit il faut pas que tu mettes 3 heures à trouver la panne et t'as une pression assez importante. Et derrière, faut pas oublier que t'as un client, qu'on parle de peut-être une facture de 1000 balles derrière. Ouais, au début, t'as une pression directement. T'as pas un accompagnement où on te montre d'abord. Ouais, t'es un peu en. T'es vite livré à toi-même. T'es vite livré à toi-même, ouais. Ouais, ça, je suis plutôt d'accord. Après, oui, ça reste. Il faut que ce soit rentable, quoi. Ouais, donc, mais en stage, normalement, t'es pas censé être rentable et t'es pas censé travailler tout seul. Après, ça arrive souvent. Et ça peut se faire. Et c'est formateur aussi. Mais c'est vrai qu'au début, c'est bien d'être accompagné quand même quand t'arrives. Rien que pour garder une bonne expérience de ton job, tu vois. Ah, mais bien sûr. Mais après, ça, c'est sur le papier. Et moi, en tout cas, où je suis allé, je parle de mon expérience, ça s'est pas jamais passé comme ça, quoi. Ouais, peut-être que les 3 premiers jours, il y a quelqu'un avec toi qui te surveille, qui t'explique un petit peu, et puis assez vite on te dit ouais, tiens, fais-moi ça, fais-moi ci, fais-moi ça. Après, souvent ils prennent aussi des stagiaires pour pouvoir faire plus de choses moins cher. Ouais. Et quand c'est dans cette optique-là, c'est sûr que ça part mal, quoi. Tu sais que tu vas te faire exploiter directement. Et après, donc, j'ai refait un autre stage chez un plus gros concessionnaire, Peugeot. Et là, par contre, alors plus grosse, on était plus nombreux, mais l'ambiance était presque mieux. Okay. J'ai presque un peu plus aimé. Voilà, là, ça a été top. Par contre, là, il y a assez de monde pour dire, ok, on prend 2 minutes pour te montrer, mais c'était encore une fois... moi, dans l'idée, quand j'y allais, c'était il fallait que je fasse de la technicité, du diagnostic. C'était pas de la mécanique pure et dure, des vis et des vis, quoi. Ok. C'était plus en amont que pendant l'opérationnel. Ouais. Sur le papier, c'était ça. Mais on m'a fait un peu tourner avec tous les secteurs de la concession à l'atelier. Ouais. Et c'est quoi les différents secteurs alors bon, il y a dans l'atelier t'as le pôle mécanique et le pôle carrosserie peinture. Ouais, deux gros pôles. Voilà, moi j'étais quand même en mécanique, mais dans la mécanique, dans cette grosse concession qui est très très bien structurée, très très bien gérée, etc. T'as encore des divisions. Il y avait encore des divisions non comment je pourrais dire, c'était pas dit clairement, mais t'avais 2 bonhommes qui savaient super bien démonter les moteurs. En une journée, le mec il démontait, remontait le moteur, spécialiste de leur domaine, en fait. Voilà, spécialiste. Et donc eux, tu peux être sûr que les moteurs c'était pour eux, quoi. Toute la journée ils faisaient ça. Et t'en avais d'autres, c'était le diagnostic, où eux c'est toute la journée ils cherchent des pannes. Okay. Et il y en a, c'était un peu de la mécanique de tout, quoi. C'est un peu de tout, des distributions, c'est pas des révisions qui sont officielles. Mais en fait, vu que les mecs ils sont tellement qualifiés parce qu'ils en ont fait tellement des moteurs ou des pannes ou des etc. Du coup, on les fait faire que ça et limite ça crée une division. Bah ouais, un mec qui sait pas faire ou un mec qui sait faire, le temps il peut être x10 des fois, hein. Surtout dans le diagnostic, quoi. T'as pas intérêt à vouloir changer de spécialité après, une fois que pendant 10 ans t'as fait. Après, c'est un domaine où je salue le domaine dans le sens où ils sont extrêmement formés. Je pense qu'au moins une fois par semaine, les mecs, donc t'as un site web des constructeurs en général, et tu te formes en ligne sur le truc. Pendant la semaine, tu dis bon, j'ai 1 heure là de formation, je me forme pendant 1 heure. Faire de l'e-learning, là ils ont des formations. Et il y en a beaucoup chez tous les constructeurs, ça c'est et ça c'est un truc que tu vois dans j'imaginais pas aucun que autre métier, ça faisait, quoi. Et en même temps, vu l'évolution des voitures, quoi. Tu prends il y a 20 ans, les voitures c'est absolument pas les mêmes, quoi. Pas du tout. Il y a pas des formations en physique, c'est que du Si, il y en a aussi, bien sûr. Il y en a aussi, mais elles sont un peu moins fréquentes. C'est beaucoup en ligne sur des systèmes du constructeur en général. Ah oui, c'est le constructeur qui fait ses formations. Ouais. Ok. Ouais, il y a un gros service du constructeur qui est mis derrière les concessions, les agences d'ailleurs aussi. Et si t'es par exemple dans le petit garage dont tu parlais au début, tu peux avoir ces formations de. Bien sûr. C'est ce qu'on appelle des agences. Quand je dis concession, ça doit être
bon, j'ai pas les chiffres exacts, mais je dirais quelque chose comme quand il y a plus de 30 personnes, on va dire, c'est une concession. Ouais. Et en dessous, c'est une agence. Ok. Je pense que ça doit être à peu près quelque chose comme ça. Et les agences aussi peuvent avoir... t'as des agences, des petits garages qui vendent, qui sont donc bien sûr au nom de la marque, mais qui vendent des voitures neuves. Et elles ont généralement accès, c'est pareil, à tout le service d'ailleurs. En fait, à partir du moment où tu es revendeur d'une certaine marque, tu peux accéder à leur catalogue. Leur formation. Pareil, le plus gros truc, alors il y a plein de noms différents suivant les constructeurs, mais chez Peugeot, ils appellent ça des TSB, Technical Service Bulletin de mémoire. C'est des pistes de diagnostic rapide, un petit peu. Ok. En gros, je crois que je vois. Si tu veux, quand il y a 50 000 pannes en France qui sont remontées chez le constructeur en disant ce fil-là, au bout de 20 000 bornes, il s'est coupé, je dis une connerie, et qu'il y a 50 000 remontées comme ça, le constructeur fait une TSB, ça s'appelle, et il va te dire, voilà, en fonction de ce code défaut ou de telle information, il va te sortir cette TSB, tu vas la lire, et il va te dire contrôler ça. Et en général, c'est pour ça que les diagnostics sont maintenant assez rapides aussi. Avec ces TSB, tu viens assez vite à trouver une panne plus rapidement que si tu partais de zéro. Certains modèles de voitures, ils vont avoir plus vite certains problèmes. Et que si tu regardes ça, tu peux gagner du temps. En fait, c'est comme si le savoir, il l'avait enregistré, quoi. Le constructeur, c'est un peu ça. Et après, il le donne à ses partenaires, donc. Mais du coup, c'est la responsabilité du constructeur s'il y a un défaut comme ça, ou ça marche pas comme ça? Ouais. Quand c'est comme ça, suivant les pannes, il y a des prises en charge constructeurs. Ok. Donc, si toutes les voitures ont ce problème, évidemment. Généralement, moi je parle pour Peugeot parce que c'est ce que je connais, hein, je connais pas tous les autres. Mais il y a des compensations. Des compensations, tout ça, style moins 60% sur le devis, des trucs comme ça. Pas mal. Ouais. Bon, parce que c'est quoi les facteurs qui ont fait que tu te voyais pas travailler là-dedans? C'était cet aspect de temps, en fait. En fait, le temps est intimement lié avec l'argent, qui est intimement lié à la façon dans laquelle on va travailler, etc. Par exemple, moi, dans mon rapport, je travaillais un petit peu l'économie et la gestion, mon rapport d'école, et donc j'ai pris les informations de chez Peugeot, et en fait, tu te rends compte que ce qui est beaucoup regardé, c'est la productivité et rendement des ateliers, quoi. C'est ça qui rapporte du pognon, c'est pas la vente de voitures. Moi, ça m'a surpris d'ailleurs. Peugeot, ce qui rapporte le plus, c'est pas la vente de voitures. Pas du tout. La vente de voitures, ça rapporte rien. Putain. Je me souviens plus des chiffres, j'ai pas envie de dire une connerie, mais c'est dérisoire contrairement à je pensais pas. Les constructeurs, ils comptent absolument pas là-dessus. C'est la réparation. Parce que tu vois, en plus c'est un peu hallucinant parce qu'on voit les prix des véhicules aujourd'hui, je dis putain. C'est pour ça que l'électrique qui demande plus d'aller au garage, c'est une perte considérable pour les entreprises comme Peugeot, etc. Parce que tu viens plus faire ton dépannage, tu viens plus... Après, je suis pas à la tête de Peugeot, je sais pas, mais je pense qu'ils s'y retrouvent aussi, ils sont logiques, hein, ils sont pas fous non plus. Mais on est obligé de passer à l'électrique. Progrès, Enfin, obligé. Pour l'instant, on est obligé d'y passer à l'électrique, mais c'est toujours pareil, l'électrique, t'as rarement des pannes, par contre, quand t'as une panne... nous, on va démonter la batterie, on va en acheter une nouvelle et on va facturer 4 000 € de pièces sans la main d'œuvre. Après, une batterie, ça dure en général 10 ans quand même, non? Je sais pas, et des fois, moi ça m'est arrivé de changer des batteries défaillantes. Alors, moi, j'étais pas à la tête du truc, j'accompagnais, parce que voilà. Mais. Ça avait duré très peu de temps, quoi. Mais c'est des voitures récentes, quoi, qui ont, je dirais 2 ans, 3 ans, 4 ans. Donc non, c'est tu repayes le prix de ta voiture. Donc tu vois là où sur du thermique, c'est toujours pareil, sur du thermique tu payes plus souvent, mais peut-être un peu moins. Le pire c'est l'hybride, hein. L'hybride, t'as les deux problèmes. Mais surprenant, moi le temps que j'y étais, en tout cas, j'ai pas eu trop de panne sur l'hybride. Après, peut-être que du coup tu uses moins l'un et l'autre. Parce que tu utilises un peu des deux. Oui, ça expliquerait. Tu uses moins. Ça expliquerait, mais après, t'as le poids, parce qu'une batterie et un moteur, c'est encore plus lourd dans une voiture. Enfin bref, il y a plein de facteurs, moi, que je connais pas. Il y a plein de types d'hybrides différents. Il y a plein de types d'hybrides, tout ça, donc c'est très différent. Donc, t'as pas voulu travailler dans la mécanique parce que il y avait trop de contraintes
comparé à toi, ce que t'aimais dans la mécanique, prendre ton temps, faire bien le travail, tu t'y retrouvais pas dans ces valeurs de travail. Voilà, c'est ça, je m'y retrouvais pas dans ce que j'attendais. C'était un peu ça d'ailleurs, ce que j'attendais. Moi j'attendais un truc où tout le monde est dans un garage, si la voiture ça prend une semaine à faire, ça prendra une semaine à faire, mais on l'a fait bien quoi, tu vois. On le fait bien, ça applique, on rend au client à les nettoyer à l'intérieur, tu vois, des trucs simples. Ça m'arrive plus jamais qu'on me nettoie l'intérieur de ma voiture. Ouais, moi ça m'arrivait de temps en temps de le faire, en général c'est quand c'est des gros clients ou des pros, tout ça, tu vois, si tu dis bah mets un coup d'aspiro, le gars il va nous lâcher un billet de 10 000, mets un coup d'aspiro quoi. Bah, moi je sais que j'ai tu vois, pro, donc on amène beaucoup de voitures dans ce garage. Et pour autant, il me l'aspire pas, tu vois. Ouais, mais ça dépend, je te dis, ça dépend vraiment. Si les gars ils sont dans le rush, on fait pas quoi. Mais c'est un truc que je trouve dommage parce que prendre le temps de le faire, c'est une petite attention qui te donne envie de retourner dans le garage, tu vois. Mais c'est ce que je dis, mais tu vois, tu t'en rends compte comme je pense la majorité des gens. Encore une fois, il y a toujours des exceptions. Il y a des garages qui sont l'excellence du métier. Mais globalement, on tend vers ça, quoi. Ouais. On tend vers ça et voilà. Donc ouais, j'ai pas marche le mieux, mais bon, t'as envie de te dire que pourtant si tu fais bien le travail, les gens reviendront mieux. Donc je sais pas. Donc ouais, j'ai pas trouvé mon bonheur et je me suis dit viens, on se le garde pour les week-ends et savoure quand tu le fais quoi. Ouais, ça reste une passion. Voilà. Mais j'adore. Hein. Pas besoin d'en faire un métier quoi. Ouais. J'adore. Ouais. Donc voilà. Au moins, t'as passé le BTS pour pouvoir réparer tes voitures plus tard. C'est ça, ce sera jamais perdu comme savoir. C'est du savoir qui vaut de l'or et ce sera jamais perdu. Ouais. Et donc après le BTS, qu'est-ce que tu fais ? Et après le BTS, j'avais peut-être un petit peu la motivation d'aller en école d'ingénieur. Ouais. Ça me donnait assez envie, mais je commençais, le temps passe. Je dis pas que je suis âgé, hein, mais j'avais pas envie d'aller travailler. Pour bosser, ensuite t'as refait le BTS, et là du coup tu veux repartir sur des études, ça te fait Je repartais parce qu'il y avait des passerelles, tout ça, donc je repartais pour un truc comme 4 ans de mémoire, je crois. 4 ans 3 ou 4 ans, ouais. Ah ouais. Donc j'allais arriver prépa et pour rejoindre l'école d'ingé, et sauf que tu reprenais une année de moins, quelque chose comme ça, je me souviens plus exactement, on m'avait expliqué, mais une grosse perte de temps quoi. Grosse perte de temps, tu commences à bosser à 30 ans quoi, et en fait un G automobile il y en a pas mal, et c'est pas si bien payé que ça. Après c'est encore une fois, je suis pas allé voir les usines, tout ça se trouve je me suis trompé et qu'il y a des entreprises qui payent très très bien. Mais sur le papier, est-ce que c'était rentable ? Parce que par contre oui, j'allais faire quelque chose qui allait me plaire. Ouais. Mais encore une fois, tu connais pas le métier. Tu dis ingénieur, je l'imagine comme ça. Est-ce qu'il sera comme ça ? Ouais. Moi, tu vois, j'imaginais le truc de ok, on est toute une équipe, on réfléchit à plusieurs, on va faire le développement en 3D peut-être, on va faire des essais, des machins. Mais tu le voyais dans la conception de voiture du coup. Ce que moi j'imaginais dans la conception de voiture. Et peut-être d'ailleurs que je me suis trompé, ça se trouve, c'est un mec qui est. Toi, tu fais que l'écran et tu restes devant toute la journée et tu fais que de la modélisation en 3D. Et ça aurait été dommage. Ouais, peut-être que c'est un travail de fourmi où chacun a sa petite tâche à faire et là c'est moins intéressant des fois. Donc, ouais, plein de facteurs qui ont fait que finalement j'ai dit bon, allez, laisse tomber. Parce que ça, t'en as pas vu quand t'as fait tes stages des ingénieurs automobiles ? Non, je pense que c'est plutôt dans les usines de conception, je pense. Tu dois avoir des bureaux, des usines, le siège, peut-être. Okay. Donc, ils séparent vraiment les différents. Nous, c'est vraiment mécanique pure et dure dans les garages. T'as rien d'autre que ça, quoi. Parce qu'au final, ces mecs-là, ils auraient de l'expérience à donner aussi pour la conception automobile. Ouais, et inversement, les mecs de l'atelier ont des conseils des fois à leur donner. Hein. Mais c'est ça que je veux dire. C'est que ces mecs-là, des ateliers, pourraient donner des conseils aux ingénieurs sur ce qui marche vraiment, pas la théorie, la pratique. Quoi. Bien sûr. Et parce que bon, métier d'ingénieur, il faut se voiler la face, c'est quand même très compliqué. Mais le nombre d'étapes qu'il y a entre l'ingénieur et le gars qui va bosser dessus est peut-être trop importante, quoi. Ouais, il n'arrive pas à avoir la vision complète. Bah ouais, il y a des trucs, c'est con à dire, mais il faut anticiper de passer un cliquet, un machin. Bah ouais, il faut y penser, quoi. Il y en a pas mal qui y pensent pas. On le voit dans nos voitures des fois. Des fois, tu te dis l'accessibilité, tu te dis l'ingénieur, tiens, il s'est. Mais bon, il y a des fois d'autres explications qui sont
que toi tu n'auras jamais, quoi. Donc c'est très particulier. Moi j'étais passionné par tout ce qui est acoustique moteur, donc c'est on va dire le circuit d'air moteur. Et tu sais, moi je me posais la question de pourquoi ces tuyaux ils sont tous un peu ils vont dans tous les sens. Tu te dis c'est peut-être pour que ce soit plus pratique pour que ça aille à tel ou tel endroit, mais pas toujours. Sur certains modèles, alors peut-être c'est un peu plus pour l'échange thermique peut-être. Non, c'est un peu plus pour les trucs de compétition, mais c'est pour si tu veux, dans ton cylindre, l'air va pas arriver d'une telle manière suivant comment il vient. Enfin, tout est calculé. Et c'est-à-dire que si t'as un zigzag comme ça et comme ça, c'est pas pour rien. C'est que l'ingénieur derrière, il s'est dit, c'est pour que, une fois arrivé dans la chambre, je te dis une connerie, ça fasse par exemple une boule d'air propre. Pour éviter que la combustion se fasse, je te dis une connerie, que d'un côté. Donc il vient mouler l'air avec tout un zigzag. Ouais. Non, c'est fou de penser donc tu à vois, ça. et tu peux te dire putain, pourquoi ils ont fait passer le tuyau là, pourquoi ils l'ont pas fait passer à côté. En fait c'est peut-être pour ça aussi. Donc tu vois, il y a plein de facteurs, c'est pour ça que je dis le métier d'ingénieur, pour moi il est très très compliqué, il faut pas le sous-estimer. On a tendance souvent à dire les ingénieurs c'est des mecs qui ont juste fait des études et qui connaissent rien, qui arrivent à des postes mais ça n'empêche que ils devraient travailler intimement avec les mecs qui sont les premiers concernés, les techniciens quoi. Ok. Donc tu bosses pas dans la mécanique. Non. Tu fais quoi aujourd'hui? Donc aujourd'hui je travaille on en revient un peu au début. Voilà, on y arrive doucement, on aurait dû commencer par là, mais c'est pas grave. Et donc voilà, moi je travaille dans la distribution automatique, donc rien à voir. Rien de très passionnant d'ailleurs. Mais par contre je suis tombé dans une bonne boîte où c'est confortable. Donc ce que tu disais tout à l'heure, on a tendance à aller un peu vers le métier qu'on aime, mais encore une fois c'est pas l'exemple. Là moi j'ai plutôt choisi l'ambiance plutôt que le travail, parce que le travail en lui-même, pour être honnête, il y a rien de passionnant et rien de très compliqué d'ailleurs, mais c'est un peu aussi pour ça que j'ai choisi. J'ai dit allez, je me prends pas la tête, et ça me laisse moi du temps libre pour faire pour me prendre la tête autre part, l'espace mental pour penser à d'autres choses et pour me focaliser sur autre chose. Quels sont les événements ou personnes qui t'ont le plus marqué pendant cette période et pourquoi? Déjà je dirais pour ce qui est événements, parce que je pense que ce sera plus simple rapidement. Les événements, moi ça a été plus avec le temps. J'ai pas forcément d'événements marquants. Aucun élément marquant où tu te dis là je l'oublierai jamais ce moment-là. Si, il y en a, mais qui m'ont pas non plus, j'irais pas jusqu'à dire tu vas traumatiser. Non, mais ça peut être positif, hein. Non, j'en ai pas de positif. Non, merde. Non, mais ce que j'ai, c'est que j'ai pas d'événements marquants. C'est plus moi, en fait, c'est un peu intimement lié avec les personnes d'ailleurs, les événements. Mais moi, c'est plus des personnes qui m'ont marqué plutôt que des événements. Ok. Des événements, j'en ai vécu et je les vois plus comme des souvenirs que je casse dans un coin de ma tête et que des fois je m'en souviens et soit ça me fait rire, soit ça me fait machin, mais rien de là à dire c'est marquant, quoi. Parce que peut-être que t'es pas trop penché sur le passé. J'essaie pas trop, d'ailleurs. Plus vers l'avant, et du coup en fait quand t'essayes de te dire qu'est-ce qui m'a marqué dans mon passé, c'est pas quelque chose de naturel pour toi de repenser à ça. Ouais. Ok. Après voilà, comme des fois j'ai des coups de nostalgie avec des amis, on discute, on machin, et puis on revient sur des trucs de quand on était petit, quand on était plus jeune, etc. En fait c'est quand la situation s'y prête, ça... Voilà, mais j'ai pas de... Ou alors sinon c'est peut-être l'inverse, j'ai peut-être que des événements marquants, mais du coup qui sont tous au même stade, j'en sais rien, parce que j'ai de très beaux moments aussi, hein, mais... peut-être des choses où t'as pas envie de te souvenir des fois. Ouais, sûrement, bien sûr. Parce qu'il y a des choses, le cerveau il est bien fait. T'as plus tendance à les oublier. Le cerveau il est bien fait, je pense qu'il filtre un petit peu avec le temps les choses. Filtre nostalgie qui te rappelle que tout était bien avant. Que le bon moment, que tout était bien avant, mais ça on y a le droit avec les plus âgés, à chaque fois, tout est mieux avant. À mon époque c'était autrement, les jeunes ils étaient pas comme ça. C'est ça. Ok, bon, question suivante alors. Et non, attends, le haki. Qui m'a marqué? Ah, t'en as ça? Ça, j'en ai. Okay. C'est pour ça que je vais commencer avec les événements, parce que pour moi, j'avais rien d'autre. Mais, qui... en fait, c'est à peu près tous les gens que j'ai dans mon entourage aujourd'hui, quoi. Okay. Mais ça va commencer avec mon ami d'enfance, de vraiment tout petit, qui lui était le surdoué de tout. Ok. Donc, tu sais qui c'est. Oui.
Et qui était vraiment le surdoué, machin, et qu'il y avait toutes les nanas, même si on était petits, hein. Ouais. Il y avait du succès, quoi. L'excellence dans tous les domaines. Assez impressionnant, assez pénible d'ailleurs. C'était Sasuke Uchiwa. Ouais, il y a un peu de ça, ouais. Mais bon, très joyeux, très machin, tout allait bien, quoi, avec lui. Ouais. Et du coup, ça m'a un peu poussé, moi, dans mes retranchements. Donc ça m'a un peu marqué, la personne. Ouais. Ça t'a donné envie de ouais, moi me surpasser. Et après, quand on s'est séparés parce que nos chemins ont différé, et ben, je me suis rendu compte que c'est un peu malsain de dire ça, mais que j'étais un peu au-dessus du niveau, quoi, en général. Parce que je m'étais un peu plus confronté à lui, qui était, si tu veux, j'avais visé le sommet. Je me confrontais au sommet. Et quand j'avais plus de sommet, je regardais derrière moi, quoi. Ok. Mais t'as perdu cette personne qui te semblait au-dessus des autres. Voilà. Et du coup, quand t'as voulu chercher à côté de toi, tu trouvais plus personne de. Voilà. Ouais, en fait, c'est plutôt ça. C'est que j'arrivais plus à trouver concurrence pour me tirer encore vers le haut. Ouais, c'est ça. Mais c'est un peu bof comme je le dis, mais ça veut pas dire que t'es le meilleur dans tout. Non, loin de là, très loin de là. T'avais plus cet exemple qui, quand tu te comparais à lui, et ben tu disais je peux bosser sur ça, lui il est meilleur dans ça. Ouais. En fait c'est ça, c'était vraiment l'aspect confrontation. J'ai pas de gêne à dire quelqu'un est meilleur que moi ou quelqu'un est moins bon que moi. J'évite de dire quand on est moins bon que moi parce que je trouve ça pas cool. Mais par contre quand quelqu'un est bien meilleur que moi, j'ai aucun problème à le dire, et au contraire je veux me confronter à lui, aller m'inspirer, chercher le pourquoi du comment, dire s'il y arrive j'y arriverai. Tu vois, ça me pousse en vrai. C'est vrai, c'est en fait d'avoir un exemple qui te dit c'est possible. Ouais. Parce que des fois tu te dis que non, c'est la vie qui est comme ça, t'as pas réussi, mais c'est parce que c'est pas possible en fait, t'as pas eu de chance. Et quand tu vois quelqu'un qui est dans ta situation réussit beaucoup plus de choses, ou tente beaucoup plus de choses, tu te dis moi aussi je pourrais me bouger un peu le cul en fait. C'est peut-être un peu de ma responsabilité ce qui m'arrive dans la vie. C'est ce qu'on voit beaucoup sur les réseaux, peut-être un peu plus YouTube, où les youtubeurs poussent les gens dans leur retranchement, on leur dit allez, confrontez-vous aux choses, etc. Mais je trouve que c'est encore plus parlant quand c'est quelqu'un de la réalité que tu vois, que tu connais, que tu vois. Je trouve que c'est encore plus parlant, et ça te donne encore plus la niaque, même inconsciemment d'ailleurs, hein. Des fois on s'en rend pas forcément compte, mais on cherche à se confronter, quoi. Ouais, je suis d'accord. Il y a toujours le truc de quand on fait la course à pied quand on est petit, quoi. On fait la course à pied, pourquoi on fait la course à pied? Pour se confronter. Pour voir qui est le meilleur. Pour se confronter, machin, et voilà. Pour impressionner les filles. Ouais, peut-être, pas à cette époque-là, mais oui. Et ouais, après, du coup, je parle de cette personne parce que ça m'a un peu débloqué tout le reste. J'étais pas forcément sociable d'ailleurs quand j'étais petit, j'avais lui et j'avais besoin que de ça. Ouais. Enfin, nous, on se connaissait déjà aussi, mais nous, c'était déjà fraternel, donc on était peinards. Mais par contre, du coup, ça m'a ouvert un peu l'esprit de dire ok, viens, on se trouve des amis, viens, on discute, viens, on apprend à découvrir les gens aussi. Ouais. Parce qu'il n'y a pas toujours question de compétition, il y a aussi de découvrir, de dire putain, avec ce mec-là, je vais passer des bons moments, c'est des souvenirs qui me resteront gravés à vie, quoi. C'est clair. Et donc j'ai découvert des gens, ça m'a poussé. Donc il y a eu cette personne-là. Ouais, ça m'a débloqué. En fait, grâce à cette personne-là, plus ou moins, je te fais le raccourci, mais ça m'a débloqué d'autres rencontres qui, elles, m'ont aussi poussé vers d'autres trucs. Il y en a qui m'ont appris à se prendre un peu plus la tête, à réfléchir sur soi-même, à se pousser un peu plus physiquement aussi. Donc il y a plein de et après chacun plus ou moins avec sa spécialité. C'est pour ça que j'ai des personnes très différentes et variées mais t'as trouvé un peu de ce que tu voulais chercher dans cette personne inspirante. T'as pu le trouver dans plusieurs domaines, du coup chez différentes personnes qui se complètent. Ouais, c'est ça. Mais c'est pour ça que j'ai des amis qui sont très variés et que je peux pas faire une soirée avec que des amis. Tous mes amis, c'est pas possible. Il y en a qui pourraient jamais s'entendre. J'en ai, c'est la bringue à 200%, c'est on fait les cons et voilà. J'en ai, c'est travail, il y a que ça. C'est bien. J'en ai qui sont variété comme ça. J'en ai qui sont ce que diraient les raisonnables perchés. Qui sont de dire non, c'est des mecs qui se prennent un peu plus la tête que les autres, qui réfléchissent, qui machin. Mais donc voilà, moi je veux toujours être dans l'idée de dire je pars de zéro de partout et il faut que j'apprenne de tout et de tout le monde.
Je trouve ça hyper important. Tu te mets tout de suite sur un pied d'apprentissage. Ouais. Donc tu te passes pas plus haut que les autres et tu essayes de voir où ils peuvent être meilleurs que toi pour... Mais quand je peux le rendre, quand même, j'essaie de le faire. Je suis pas très bon pédagogue, mais... Pour apprendre aux autres aussi et rendre... Ouais. Ça m'est arrivé dans le marquage au sol où j'avais dû former des gens, etc. Et ça c'est... après, c'est toujours pareil. Pour moi, ça s'est bien passé, mais je sais que je suis un peu raide sur les bords, donc je sais... C'est déjà un mauvais souvenir, lui. Ouais, peut-être, il y a un peu de ça. J'avoue que j'ai un peu de mal, mais j'essaie, encore une fois, tu vois, de remise en question, de se dire, ok, déjà, d'avoir quelqu'un qui patient. s'occupe de toi, c'est déjà bien. Quand tu vois que certains stages, la personne s'occupe de toi. Toi, que tu essayé de lui apprendre, même si t'étais peut-être un peu rude, peut-être que ça lui a servi et que ça lui a appris certaines valeurs aussi. Peut-être. Mais ouais. Donc voilà, et moi, c'est plutôt le acquis qui m'a forgé, ouais. Ok. Quelle est la première fois où tu t'es dit je suis différent ou je suis spécial à n'importe quel domaine? Tu vas pas forcément dire je suis le meilleur, tous les autres sont nuls, mais de te rendre compte que peut-être t'étais différent, ça peut être positif, péjoratif, que t'as vu que t'avais quelque chose de spécial en toi. Quand j'étais plus jeune, c'était le vélo. Ok. Où j'avais la carrure déjà pour en fait il y a plusieurs styles de cyclistes. Okay. Je connais pas très très bien, mais de ce que je connais. Et moi, j'avais la carrure du grimpeur par excellence, quoi. Et quand j'étais très très jeune, j'avais des jambes pour aller n'importe où, quoi. J'étais inépuisable, quoi. Mais sans avoir fait trop de vélo, j'aimais ça. Hein. Ouais. Mais t'as fait en club ou pas? J'en ai fait un en club. Mais pas plus de plaisir que ça. C'était plus... j'ai un oncle qui, lui, par contre, fait beaucoup de vélo. Ouais. Qui a même roulé en pro, tout ça. Et qui, dès qu'il venait le vélo dans le coffre, on partait à faire du vélo. Et il était tellement fier de voir sa famille monter sur un vélo, il y avait que moi. Et ouais, j'avais vraiment cette facilité-là sur le cyclisme. Ça, c'est vraiment une facilité que j'ai eue parce que vraiment sans entraînement, sans rien, j'étais déjà pas au top, c'est impossible. Mais j'avais déjà un niveau potentiel pour faire quelque chose, quoi. Ouais, c'était le vélo beaucoup. Et après, est-ce que j'ai d'autres domaines ou même péjoratifs? Peut-être des traits de personnalité ou des choses, je sais pas, quand t'es en société où tu vois qu'il y a des choses. J'irais pas jusqu'à dire que je suis différent, mais j'ai senti un peu. Parce que si j'en reviens un peu aux amis, ce que je te disais tout à l'heure, quand moi j'ai plein d'amis qui sont très très différents les uns des autres. Donc quand moi j'ai commencé à me prendre un peu la tête à me poser des questions, moi qui suis très matheux, à me poser des questions sur des mathématiques des fois. Donc, chacun c'est notre délire, hein, mais je juge pas. Mais voilà, et tu te dis, il y a des gens, on va dire, moi ce que j'aimais, j'appelais les gens qui sont raisonnables, parce que c'est les mecs les plus simples, qui se prennent pas la tête, qui sont, tu sais, des gens simples de vie, quoi. Mais c'est très loyal, hein. Tu veux dire? Ouais, terre à terre, ouais, exactement. Ok. Mais tu vois, ces gens qui sont très simples. Et quand toi, à côté, tu te dis, tiens, qu'est-ce que tu penses de ça? Viens, on discute philosophie tous les deux. Tu commences à te dire, moi, il y a des moments où tu te dis, putain, en fait, dans mes entourages, j'ai personne avec qui je peux discuter. Et je me dis, putain, je dois être différent. Il n'y a pas que moi dans ce monde qui pense à ça, tu vois. Peut-être une ouverture d'esprit, alors. Peut-être une ouverture d'esprit, ouais. Ou un intérêt pour certaines choses. Ouais, en fait, c'est que j'ai l'intérêt un peu de partout. Donc il y a peut-être ce truc de dire quand je suis avec certains groupes, je me sens différent. En fait c'est plus ou moins une définition, hein, mais donc en fait je trouve, en fait c'est ça, je suis pas différent, mais suivant qui je vais être, il y a des parties de moi qui seront différentes. Ouais. Tu vas t'adapter et t'as une version qui va être peut-être plus intéressée par les domaines avec les personnes avec qui tu seras et que ça va brider la personnalité en fait qui aimerait parler d'autres choses. Mais quand tu vas être avec les personnes qui peuvent en parler, là tu vas pouvoir te lâcher. C'est ça. Et si t'es avec des fêtards, tu vas être plus fêtard. Exactement. Etc. Mais moi j'adore, hein, je kiffe. Je kiffe et en plus c'est bien, ça me fait développer plein de personnalités un petit peu. Exactement. Donc j'adore. Schizophrène quoi. Ouais.
Non, mais ça me permet d'être polyvalent quand je rencontre quelqu'un aussi. Bah oui, non, je pense qu'on est tous un peu comme ça. De toute façon, on a tous un peu nos façons d'être en fonction des personnes avec qui on est, tu vois. Et puis je pense qu'il faut, il faut pas se sentir différent quoi qu'il arrive. Ou positivement. Ou positivement. Ouais, je pense aussi c'est bien de rester sur la terre. Ouais. Cultiver son unicité, enfin sa spécialité, tu vois, son authenticité. Ne pas être comme tout le monde, ça peut être un point positif, quoi, que tu peux te démarquer en fait. Ouais. Après, pour certains, ça peut être plus dur. Oui. Le fait de ça dépend les différences. De s'avouer trop différent. Mais bon. Je pense qu'il faut accepter sa différence. Ah oui. Et que ça permet aux autres de l'accepter. Et du coup de la vivre positivement. En fait. Déjà, le fait de l'accepter et de l'être, ça te permet de rencontrer ceux qui le sont aussi. Exactement. Parce que si tu te l'avoues pas à toi-même... Bah ouais. J'ai un exemple, mais quelqu'un qui est gay, s'il l'avoue jamais et tout, il va peut-être être triste, il va peut-être être machin. Il va peut-être se brider. Alors que s'il annonce qu'il machin, il va peut-être en rencontrer d'autres, par copinage, par machin, peu importe. Et en fait, il va dire, putain, je kiffe ces gars, tu vois. Je passe des bons moments. Ouais, en fait, tu vas agrandir ton cercle en assumant qui tu es vraiment. Tu vas attirer à toi des personnes qui te ressemblent. Que t'aurais pas aspiré si tu t'avais gardé cette spécialité. Ce qui fait de toi quelqu'un de spécial pour toi, parce que t'avais peur du jugement des autres. Au final, tu te fermes à rencontrer des personnes qui sont comme toi, quoi. Ouais, je pensais ça. Bon, après, moi, je fais du coup l'inverse, puisque comme j'aime tous les styles, je suis un peu partisan de Coluche qui disait il faut tout essayer. Je suis pas encore prêt à tout essayer, mais je suis un peu partisan de ça, dans le sens où moi, je kiffe toutes les personnalités, quoi. Viens, on discute, viens, on se met autour d'une table, ou viens, on boit un coup, si tu préfères. C'était plutôt fêtard. Viens, on boit un coup et on rigole, on machin. On va apprendre de tout le monde. Tant que je passe un bon moment, c'est bon, quoi. Voilà. Ok. Question suivante. Alors, si tu pouvais retourner à un moment précis de ton enfance, lequel ça serait et pourquoi ? On t'a dit que tu te retournais pas trop sur ton passé, mais tu dois avoir des souvenirs heureux. Des moments de nostalgie, ouais. Quelle époque, quel moment ? Je dirais... c'est une bonne question parce que j'ai des choses très très différentes dans le... choisir un seul. Bon, j'en ai un qui me vient. Je sais pas si c'est vraiment celui que je kifferais le plus. Spontané. Mais je dirais c'est quand à une époque on avait formé un grand groupe d'amis. On était très nombreux, machin, et il y avait tout ce qu'il fallait pour vivre, quoi. Il y avait tout le monde, c'était que des bons moments. Même si tu passais une minute avec une des personnes, c'était génial. T'avais retrouvé ce sentiment de famille, et je me souviens d'une soirée qu'on avait fait où on avait rigolé, il y avait des nanas, il y avait machin. Et je dirais ce serait le moment où tu sais, tu pouvais t'asseoir sur une chaise, tu regardais le spectacle bien, quoi. Et tu te dis le spectacle il est beau quand même. Il est beau quand même, on prend juste du bon. Tu peux pas faire mieux, c'est simplement bien. Tu pouvais pas faire plus simple que ça, quoi. Il y avait tout ce dont t'avais besoin, quoi. Ouais, t'avais à manger, à boire, des copains. Sexe, drogue, alcool. donc non, tu te dis, c'est pas mal. C'est pas mal. C'est des moments qui sont durs à reproduire après. Ouais, et puis même, tu sais, le fait que t'aies rien dans la tête aussi, parce que t'as pas forcément de travail. Quand t'es à l'école, on va dire que quand t'es en week-end, t'as coupé le cerveau. Donc je te dis, si t'avais rien dans la tête, t'as aucune pression dans la vie et tu peux profiter plus du moment présent. Et c'est l'éclate avant tout. C'est que du plaisir. On aurait pu même faire, je te dis, des parties de cartes, ça aurait rien changé, ça aurait été tout aussi bien, quoi. C'était une mentalité de l'époque de ta jeunesse que t'aimais bien, quoi. Il y aurait ça, je pense. Certains lâcher prise. Après j'ai d'autres moments, des beaux moments, je pense un petit peu à la compétition automobile. J'ai eu des très très beaux moments, des sensations un peu folles. Donc ça aussi c'est des moments, moi qui aime vraiment bien l'automobile. La première fois que je suis monté dans une Porsche Cup, tout ça. Ça, c'était à quel moment c'était en BTS ou un peu avant ? C'était à partir du BTS. J'ai rencontré, via mon ancien patron, quelqu'un qui faisait de la compétition automobile, qui m'a appris beaucoup et qui m'a dit, écoute, toi et moi, on part tous les deux sur le circuit et je vais t'apprendre ce que c'est. Énorme.
Donc ouais, une chance inouïe quand même. Ouais, une opportunité de malade. Ouais. Là c'est la chance, tu sais, qu'on a dans notre vie. J'ai dit pas le choix, faut que j'y aille. Donc ouais, il y a même des jours où j'allais pas à l'école pour aller. Mais mes profs, profs de mécanique, ils disaient vas-y quoi, vas-y. Et c'est même été bénéfique pour l'école, puisque ça leur a mis un pied aussi dans le circuit. C'était une école plutôt rallye. T'as mis le contact entre les deux en fait. Un peu, ouais. Et donc ils ont commencé à envoyer des gars un peu plus sur circuit aussi, plutôt pour la section compétition. Mais, pour des stages Pour des stages, ouais, bien sûr. Ouais. Stylé. Donc voilà, et donc ça c'est des moments où on partait à deux en semi-remorque avec des millions dans la SMI. Mais c'était génial. Enfin, moi j'ai adoré. On allait sur des circuits qui étaient magiques, avec des gens qu'on rencontrait qui étaient super sympas. En général, il n'y a pas de question de pognon, puisque il y a qu'à regarder autour. Donc c'est que des gens qui viennent pour s'éclater quoi. Donc ouais, moi j'ai beaucoup aimé ça. Ouais. Okay. J'ai beaucoup aimé ça. Il y a aussi les 24 heures de Barcelone que j'ai fait 2 fois en mécanicien. Ouais. Ça j'avais adoré, j'adore ce circuit en fait. Et je me sens comment ça quand t'es mécanicien sur un circuit. Alors je dis mécanicien pour te la faire courte, mais moi j'ai été la première année, j'avais été celui qui chargeait en carburant, je me souviens plus, qui avait le Derrick, je me souviens de ce nom. C'est-à-dire que quand la voiture s'arrête au stand, c'est toi C'était en moto là c'était en moto. La moto, c'est toi qui arrive et qui remplit la moto. Qui remplissait la moto en carburant. Ok. Et la deuxième année, j'étais au chrono. Ok. Voilà. Et ouais, j'ai juste surkiffé quoi. Il y a cette histoire aussi de 24 heures où tout le monde dit allez, il y a une tension pendant 24 heures, c'est un peu ça. Ouais, je connais pas du tout. Si tu veux, voilà. Les deux noms, mais j'ai jamais regardé. Pendant 24 heures, donc du midi au midi le lendemain, une course moto où en plus on parle quand même en moto, ils roulent fort. Circuit de Barcelone, au fond de ligne droite, ils sont à 300. Un peu plus même, je crois. Alors, des accidents là, ça pardonne pas. Alors contrairement à ce qu'on pense, quand même le circuit est un peu plus, enfin pour les vitesses où ça roule, c'est pas, il y a rarement de gros accidents. Enfin, j'ai pas les stats précises, mais je me dis que quand tu dérapes sur une moto à 300 km/h. Après les mecs ils sont bien équipés, on parle pas de combi à 50 € là. Donc il y a la combi, mais il y a des accidents, ce serait faux de dire que c'est pas le cas. Mais c'est des métiers risqués. Voilà, c'est des métiers risqués. Mais ce que je veux dire, c'est que si sur 24 heures, t'as la fatigue, la pression, tu vois le temps tout le temps. Les chronos sont très serrés des fois. Du coup, ils font des courses pendant 24 heures. Pendant 24 heures sans arrêter la moto. Pendant 24 heures. Ouais. Non. Si, en général, quand la moto revient après les 24 heures, c'est moteur poubelle. En 24 heures, plusieurs courses différentes. Ah non. C'est une seule course pendant 24 heures. Il y a plusieurs catégories par contre dans la course, mais sinon c'est pendant 24 heures. Ils arrivent à envoyer une moto à cette vitesse-là pendant 24 heures. Ouais. Tu vois qu'ils sont bons nos ingénieurs. Finalement. Non mais mais par contre voilà, après les 24 heures, il me semble que moi il disait moteur poubelle quoi. Ah ouais. Après 24 heures. La usée elle est finie quoi. Ouais. Et donc là des très très bons souvenirs. Moi Barcelone j'adorais. Il y a cette histoire de fatigue et de pression qui quand elle se termine, putain c'est génial quoi. Tout le monde ouvre le champagne, ça fait cramer les pneus sur le circuit et machin. Enfin c'est des moments comme ça fait peut-être pas rêver certains, mais sur le moment même c'est assez particulier. Je pense que avec le GP Explorer de Squeezie et tout ça, les gens ils arrivent plus à se visualiser cette ambiance de circuit. Et cette euphorie quand il y a un pilote qui gagne, après les courses, les bouteilles de champagne qui s'ouvrent. Je pense que les gens arrivent plus à se visualiser aujourd'hui. Mais peut-être, mais ça c'est top. C'est ce que moi j'adore dans notre YouTube français. Je regarde très peu le YouTube américain, mais dans notre YouTube français quand même, ils montrent beaucoup de faces cachées quoi. Ils démocratisent des choses. Et ça je trouve ça génial. Unifié, quoi. Ouais. Je me serais peut-être pas intéressé moi si c'était pas Inoxtag et l'Everest qui viennent de sortir. Pareil, je me serais pas intéressé. L'alpinisme, la majorité. Après j'adore regarder une vidéo qui est jolie avec des beaux décors. Et s'il y a une histoire comme un documentaire où tu vas apprendre des choses, ça m'intéresse. Mais est-ce que j'aurais cliqué sur une vidéo Everest Pas sûr. Est-ce que j'en aurais entendu parler autrement? Enfin, on connaît tous le plus haut sommet du monde, plus ou moins.
mais de s'intéresser vraiment à la chose, c'est sûr que c'est grâce aux youtubeurs qui démocratisent ça. Bon, après on peut dire que c'est pas bien de démocratiser certains sujets comme l'Everest. Ouais, ça on peut encore en débattre pendant des heures, hein, mais par contre moi je trouve que globalement tu peux pas leur enlever le fait que ce soit bien. Tout le monde nous dit, moi j'ai toujours entendu mes parents, comme les parents de mes amis, tout ça, sors, va marcher, pourquoi tu vas pas randonner, pourquoi tu vas pas machin. Mais là, vas-y, il vient nous montrer ça, t'en as plein qui vont se dire, vas-y, moi je vais découvrir le monde. Tu peux lier les deux, tu peux faire des choses et les transmettre à d'autres personnes. Et certes, t'es devant un écran quand tu regardes ça. En fait, c'est un humain qui donne des émotions à un autre humain et il partage ce qu'il a envie de montrer. C'est magnifique, quoi. Puis moi, je trouve qu'il le fait de la bonne manière, dans le sens où voilà, il a montré les déchets en disant voilà. C'est comme ça. Donc, il a montré la réalité. Il a montré la réalité en disant bon bah les gars, voilà, maintenant vous savez que quand vous allez marcher, prenez un sac poubelle, récupérez les papiers, et puis il y a quand même pas que l'Everest, parce qu'il aurait fait juste l'Everest comme ça, c'est vrai qu'on aurait pu critiquer. Ouais. Mais comme il y a c'était le chemin où il a monté plusieurs montagnes, il s'est donné, il s'est intéressé vraiment au sujet. On peut presque dire que c'est un alpiniste, quoi, aujourd'hui. Ouais. Bah oui. Que du coup en fait ça rend sa démarche bien plus saine et plus respectueuse d'ailleurs. C'est ça. Bah oui, t'as les trois quarts du documentaire comme ça, quoi. Bah t'as les trois quarts du documentaire, c'est la préparation, quoi. Puis si tu regardes ses dernières vidéos, il a monté le Mont Blanc, il a fait d'autres choses, ça fait un an qu'il se prépare et même il le dit avec Mathis, je crois qu'il était monté. Mathis lui a dit je t'accompagne pas si tu fais pas dans la bonne démarche. Oui. Le but c'était de dire. Il l'intéressait pas en lui-même juste monter l'Everest. Voilà. Donc il voulait pas accompagner. C'était de dire ok, on fait découvrir au monde l'alpinisme. Et c'est ce qu'ils ont fait. Fait une démarche complète et pas au bout, quoi. C'est ça. Et au final il a bien fait de le faire, je pense. Ouais. Quels ont été pour toi les moments de rupture ou de transformation dans ton adolescence ou ta vie d'adulte ? Est-ce que j'ai des moments comme ça ? Bah oui, donc forcément avoir son premier appart, quoi. Ouais. Premier appart, c'est le premier pas où on emménage tout seul. On emménage tout seul et là c'est tout seul. Ouais, c'est le gros truc. Et après il y a un peu le parallèle avec le monde du travail, mais ça j'ai eu assez tôt, dès que j'ai pu en fait, où oui, on te demande tout de suite d'être responsable, gérer des choses, etc. Ouais. Donc là ouais, ça apprend la responsabilité un petit peu. Tu rentres dans le monde des adultes, quoi. Ouais, l'autonomie, tout ça, donc ouais, c'est un peu la définition d'un adulte, quoi. Question suivante. Peux-tu me parler d'un événement ou d'une période où tu as complètement dû te redéfinir ? Je pense pas avoir eu besoin de me redéfinir au sens propre. Peut-être modifier certains points. Ouais. Sûrement d'ailleurs. Mais pas redéfinir complètement. Je pense que c'est important d'avoir toujours son état d'esprit, sa façon de penser, tout ça. Ok. Après, rien n'empêche que l'exemple typique, c'est d'avoir sa compagne et devoir faire peut-être des fois quelques efforts, on va dire, on va plutôt appeler comme ça. Donc ouais, là, effectivement, sur certains points, je me redéfinis, mais rarement sur qui tu es. Sur qui je suis, ouais. Après, voilà, le passé nous forge, mais de là à se redéfinir, non, pas complètement. Ok. Pas complètement, c'est plus des leçons qu'on en tire et... Des petits changements, mais jamais des changements d'identité profonds. Ouais, je pense que c'est important d'ailleurs en plus, de pas changer d'identité. Ok, question suivante. As-tu un moment où tu t'es senti perdu ou incertain de qui tu étais ? Peut-être des moments où tu savais pas ce que tu voulais pour toi, tu vois ? Ah ouais, bah ça, typiquement l'aspect professionnel, hein, ouais, j'ai jamais trop su un peu où j'allais, quoi. J'aime faire un petit peu de tout, c'est un peu ce que je dis toujours, c'est que je suis bon dans rien, mais je suis mauvais de nulle part. Ouais. C'est que j'aime faire de tout, mais le problème c'est qu'il n'y a pas forcément de métier qui fait de tout. Ouais. Ça n'existe pas encore. T'es obligé de choisir. T'es obligé un peu, ouais, tout le monde te met un peu dans une case, d'autant plus que si on dérive un petit peu sur le métier, je pense que nos générations, de plus en plus, on va faire des métiers qui vont durer 2-3 ans max. Ouais, changer. Oui, on se lasse vite. Je pense qu'on passe de plus en plus, ouais. Enfin, je pense que ce sera très rare de voir des gens qui font 40 ans dans une même société, quoi. Ouais, de plus en plus. Ouais. Ok. Donc voilà. Question suivante. Quelle personne ou quel événement a eu la plus grande influence sur ta vie et le chemin que tu as pris ensuite ? La compagne, ouais. Alors, okay. La compagne, ça change plein de choses. Ouais.
forcément. Donc, puis encore plus au fil du temps, tu vis à deux, donc toute une atmosphère qui change. Il y a des choix que j'aurais fait moi tout seul, que je peux plus vraiment faire aujourd'hui en étant objectif, quoi. Ouais. Je pourrais, mais oui, parce que t'as déjà construit quelque chose. Voilà, il y a quelque chose de construit, t'es un peu obligé de pas oublier que tu vis à deux. C'est sûr. C'est important. Sinon ça marche pas. Sinon c'est compliqué. Ouais. Ok. Parfois, nos plus grandes transformations viennent après des échecs. Est-ce qu'il y a des échecs ou des difficultés qui ont eu cet effet sur toi? Je considérais pas avoir un gros échec qui m'a ouvert les yeux ou changé ou quoi que ce soit. Mais par contre, plein de petits échecs tout le temps, quoi. Tout le temps. Ouais. Et je les prends pas mal, au contraire, avec le temps. Plus on en a d'ailleurs, et plus on les gère mieux. Et je trouve que non, au contraire, c'est ce qui me forge, mais moi plutôt à petit feu. Je vais pas avoir un déclic grâce à. Ouais, ça m'est jamais encore arrivé. C'est plus quand tu te lances dans un projet par exemple un projet mécanique, que tu vas rencontrer des petits échecs dans ton projet, mais qui au final vont t'apprendre aussi. Et ça remet pas en question ta vie ou ce que tu veux faire ou tes valeurs, mais du coup tu apprends et ça te permet. C'est à petit feu, quoi. Vraiment, moi je l'ai plutôt comme ça. Ok. Comment te sens-tu aujourd'hui par rapport à toutes ces expériences passées? Que mieux. Que mieux, ce serait dommage que ce soit l'inverse d'ailleurs. Que mieux, on évolue, donc après on fait plus les mêmes choix, on n'a plus les mêmes façons de penser aussi. Il y a quelques années, je t'aurais dit le week-end je l'aurais passé à faire la fête. Et aujourd'hui, j'aime faire la fête, mais il y a d'autres trucs que j'aime aussi. Il y a d'autres trucs que je vais aller faire. Il y a d'autres trucs il y a aussi l'aspect plus de responsabilité, peut-être faire des fois des travaux chez soi, des trucs comme ça. Peu importe ce qui m'est arrivé, peu importe les situations dans lesquelles j'ai pu me retrouver, bonnes ou pas bonnes, je vais plutôt me dire, allez, j'en tire une leçon, j'essaie de retenir pour l'avenir. Tout ce qui t'arrive, quoi. Et puis, comme on en parlait sur la partie précédente, j'essaie de pas trop non plus me focaliser sur le passé. Comme tout le monde, j'ai des moments de nostalgie, mais j'essaie de pas trop m'y focaliser et plutôt de dire, ok, on regarde en face. Et en fonction de ce qu'on a vécu, on sait que la façon de réfléchir sera pas la même sur certains points, etc. Bien sûr. Ok. Voilà. Question suivante. Qu'est-ce qui dans ton passé continue encore de te guider ou de t'influencer? Me guider, je dirais mes amis très proches. Je considère un peu de la famille, quoi. Donc voilà, j'en fais partie. Donc ça c'est des gens avec qui tu sais que ça peut t'aider à te guider quand t'as un doute, quand t'as une question, quand t'as un truc, tu dis je suis sur la ligne, je sais pas si j'y vais pas, voilà. Mais ils vont me dire toi on te voit là-dedans, par exemple, typiquement la phrase qui est souvent dit. On te voit bien là-dedans, ou des trucs comme ça. Donc guider, et vraiment des petits détails un peu comme ça de vie de tous les jours, quoi. Qui ont fait donc si je mets tout bout à bout, forcément ça fait un gros morceau, mais éviter de reproduire les mêmes erreurs. Le but c'est ça, c'est vraiment d'éviter de reproduire les mêmes erreurs dans l'objectif principal, quoi. Moi je le vois vraiment comme ça, j'ai mon objectif final, principal, et le but c'est avec mon expérience ou au fil du temps de faire le moins d'erreurs possible, et ça aide au mieux pour ça. Ça aille plus vite et plus loin. C'est ça. Ok. Donc, quelle partie de toi tu as mis le plus de temps à accepter? Je dirais mon physique. Ton physique? Ouais. Ok. Physique où j'ai une génétique que certains diraient avantageuse quand même, ce serait bête un peu d'ailleurs s'en plaindre, mais où j'arrive pas à prendre de poids, quoi. J'ai jamais bouffé équilibré de ma vie. Enfin, c'est quand j'étais plus petit. Quand ils mangent un peu trop, ils prennent du poids, qui vont t'en vouloir, mais. C'est ça. Et moi, j'ai cette. Il y en a qui diraient une chance, mais du coup, je complexe un petit peu. Voilà, j'ai 2 baguettes en guise de jambes, quoi. Donc, pour faire l'illustration, quoi. Donc, ça, j'ai un peu de mal sur le physique. J'avoue que j'aurais aimé pouvoir plus le modéliser comme mon mental, quoi. Parce que t'as dit que tu t'as envoyé quand t'étais jeune sur le vélo. C'était quand même. C'était aussi en lien avec ma génétique. J'étais très. En fait, comme j'étais très léger, mais tout sec, j'avais que du muscle. En fait, je pouvais monter à l'école sans problème, quoi. Moi, si tu veux, on parle beaucoup de rapport poids-puissance, un peu dans pas mal de domaines du sport d'ailleurs.
Et en vélo, c'est ce qu'il y a presque le plus vrai, quoi. Bah oui, moins il y a de poids, dans une montée, ça change tout, quoi. Et j'avais un poids puissance largement supérieur au niveau de mon poids, quoi. Je pouvais pédaler quelqu'un de plus gros que moi, quoi. Ouais, c'est un avantage dans le vélo. Et c'était un super avantage. Et du coup, en grimpeur, j'étais vraiment hyper à l'aise, quoi. Ok. J'étais super à l'aise. Quand tu regardes tous les cyclistes, de toute façon, il n'y en a pas un seul qui paraît musclé comme ça. Ouais. Parce qu'en fait, après, ils sont tous fins, quoi. Ouais, il y a quand même le contraste, je vais pas dire de bêtises, mais je crois que c'est avec les sprinters, qui eux, en général, ont par contre des plus grosses cuisses, ou quand il faut envoyer sur une ligne droite, ils te mettent une tisane. Par contre, en montée, généralement, avec le problème du poids, sur ce problème du poids, les plus légers vont passer devant, quoi. Après, on regarde souvent aussi leur haut du corps, alors que c'est vrai qu'ils peuvent avoir des grosses jambes. Ouais, c'est aux jambes. En fait, ça fait un déséquilibre. Du coup, t'as l'impression qu'ils sont pas forcément musclés quand tu les vois comme ça. Ouais. Mais tu vois leurs jambes des fois. Ouais, les sprinters sont peut-être un peu plus équilibrés parce qu'ils forcent beaucoup d'un coup, en fait. Les sprinters, c'est les circuits là où ils sont sur. Alors ouais, ça c'est un format du. Parce que ceux-là, ils ont des jambes énormes. Mais dans chaque étape, je crois, ça fait un moment que j'ai pas regardé le vélo, mais il me semble que dans chaque étape, tu as des secteurs grimpeurs, des secteurs sprinters. Okay. Je dis une bêtise sur un sprint sur 3 km, je sais plus les distances. Hein. Mais un sprint sur 3 km, bah, tu sais que celui qui va jouer le maillot vert, qui correspond au sprint, lui il va se déchirer sur cette partie-là. Par contre, sur la montagne, personne l'attend, quoi. Ouais. Il va se fatiguer en 2 secondes. Voilà. Donc il y en a qui visent pas forcément le maillot jaune, quoi. Il y en a qui visent les maillots donc grimpeurs, ce maillot à poids de mémoire. Ok. Et maillot vert pour les sprinters. Ok. En regardant tout ce chemin parcouru, est-ce qu'il y a quelque chose que tu ferais différemment? Bien sûr, je ferais tout différemment. Tout? Bah oui, tout différemment parce que. C'est ce qui fait de toi qui tu es aussi. Bah c'est pour ça, c'est parce que j'ai appris, évolué dans tout ce qui m'est passé, que bien sûr j'aurais fait des choses différemment. Il y a des trucs où je m'y serais jamais aventuré, il y a des trucs où j'y serais allé direct sans réfléchir. T'as des regrets aujourd'hui? Non, c'est pas des regrets parce que c'est ce qui fait, comme tu as dit, c'est ce qui fait que je suis comme ça aujourd'hui. Mais pourquoi tu le changerais alors? Mais je le changerais pour plus en mode gagner de temps. Gagner de temps. Pas reproduire les erreurs, tu veux dire? Pas reproduire les erreurs, ouais. Parce que moi je trouve que si tu reproduis pas ces erreurs-là, du coup, t'as plus le savoir que ça t'a apporté, tu vois. C'est pour ça le chemin, je le ferais différemment, c'est sûr. Ouais. Mais c'est ce qui me changerait aussi, je serais plus la même personne. Ouais. Donc là, c'est compliqué de se projeter dans une autre vie parallèle, une autre dimension, quoi. Une autre dimension. Donc là, je te dirais, bah oui, si tu restes réaliste, tu dis bien sûr qu'il y a des trucs que j'y m'aventurer, mais rien au monde. Mais si je vais sur d'autres trucs, je ferais pas l'erreur de m'être trompé à aller là. Tu vois, donc ce serait pas la même façon de réfléchir. Ok. T'as un exemple qui te vient en tête de choses que tu voudrais pas refaire Ouais, typiquement, on a tous eu ce rêve de dire allez, on cherche un peu du pognon à droite à gauche, on veut devenir riche. Donc bah tu regardes sur YouTube et avec, moi j'aime pas trop les mecs qui te font du dropshipping, des machins, mais quand t'es un peu plus jeune, bon tu dis bah allez je vais essayer. C'est des formations de cons, c'est n'importe quoi. Ils te vendent de la formation. Ils te vendent du rêve, mais. La personne qui regarde la formation jusqu'au bout, parce qu'elle dure beaucoup trop d'heures pour être terminée. Peut-être, ouais, mais il y a aussi l'aspect de. Le mec qui te coach, il gagne du pognon parce que tu le regardes, tu vois. C'est pas par ses produits. Enfin. Pour certains si, mais je mets pas tout le monde dans le même panier, mais ce que je veux dire c'est que l'ambiance est peut-être pas très saine. C'est que ils visent aussi un public jeune. Du coup, ils essayent de prouver en montrant leur vie de luxe, ce qui attire, quoi. Et du coup, c'est sûr que c'est un écosystème qui est pas très sain, quoi. Ouais, non, et puis je pense qu'avec le temps, je me suis rendu compte que, à part peut-être tout ce qui est l'aspect financier, où on est le seul pays à pas être formé là-dessus, mais sinon, je pense que pour tout ce qui est gagner de l'argent, il faut apprendre par soi-même petit à petit, quoi. Ouais. Je pense pas que t'aies d'école pour le faire. Et en plus d'un domaine à l'autre, ça peut être complètement différent. Après, c'est si tu trouves peut-être quelque chose qui te passionne, ça va te permettre de gagner du temps, de savoir dans quelle direction aller un peu, tu vois, par la formation, qu'elle soit gratuite ou payante, tu vois. Moi, je regarde tout le temps des vidéos pour m'apprendre à faire du montage, par exemple. Bah, acheter une formation montage, ça serait peut-être pas déconnant, tu vois. Ouais, non, mais bien sûr. Mais bon, mais tu vois, en fait, je trouve que pour une bonne formation, t'as peut-être 10 mauvaises formations. En fait, il est là un peu le problème. C'est que tu sais jamais sur quoi tu vas tomber. C'est que tu sais pas sur quoi tu vas tomber. Tu payes avant d'avoir le produit, c'est quand même. Tu vois, en magasin, tu le vois, le produit. C'est là où
souvent ces formateurs ils font des vidéos gratuites et du coup tu apprends à connaître cette personne et tu développes ce lien de confiance qui te permet derrière d'acheter une formation. C'est comme ça qu'ils vendent aussi, hein, c'est une stratégie. Ouais, bien sûr, mais tu vois, il y en a, une fois que tu as acheté la formation, tu te rends compte qu'il te dit oui, il y a tel chapitre. Ouais. Voilà. Ou alors en fait tu te rends compte qu'il y avait tout dans les vidéos gratuites. Il y avait tout des fois dans les vidéos gratuites. Ouais, tu vois, donc c'est pour ça, moi c'est un domaine qui, je trouve, j'aurais jamais dû y foutre les pieds, quoi. Ça m'a fait perdre un temps monumental, un peu d'argent aussi. Bon, après, quand t'es plus jeune, le dropshipping, du coup. Ouais, le dropshipping, ouais. Ok. Ouais, le dropshipping, e-commerce, tout ça. Ouais. Ça sert à rien, faut. Ouais, pour moi, pour l'instant, en tout cas, ça. Je pense qu'il y avait des sauts à se faire, mais qu'en fait, il y a tellement de personnes qui sont allées dessus à un moment donné que c'était. Moi, je pense que les consommateurs. Je suis absolument pas sûr que ce soit ça. Moi, je pense surtout c'est les mecs qui ont été patients, qui ont regardé jusqu'au bout. Sauf que ces mecs-là, qu'ils auraient une formation ou pas, ils auraient réussi dans la vie. Oui. Moi, je suis convaincu de ça. Je pense qu'il y a des gens qui sont faits pour ce genre de boulot. Mais du coup, toi, tu veux dire que l'erreur que tu veux pas reproduire, c'est la formation ou c'est le dropshipping? C'est d'aller dans ce truc de dire je vais sur Google et je tape comment gagner de l'argent, quoi. Ouais, de vouloir faire facilement. Ouais. Alors. Aujourd'hui, je verrais plutôt je fais ce que j'aime et si je peux derrière en dégager de l'argent, tant mieux. Ouais. Je le verrais plutôt dans ce sens-là. Et il y avait un truc que j'ai appris plutôt en me renseignant un peu sur la finance, parce que je trouve que ça par contre c'est un aspect important. Et quelqu'un qui disait en fait, au-delà de 7500 € par mois, l'argent fait plus le bonheur. Ouais. Parce que on a tendance à se dire l'argent fait le bonheur, ceux qui sont riches je te dis non, et ceux qui sont pas riches je te dis oui. C'est normal. Et moi je suis plutôt d'accord, peut-être pas avec la somme pile poil, mais dans le fait où on s'en fout d'avoir 1 million sur le compte, moi j'en ai rien à secouer. Mais je pense que ça dépend de ta définition du bonheur en fait. Parce que c'est. Ouais, non, mais c'est une moyenne ce qu'il définissait. C'est une moyenne, mais dire qu'à 7500 €, tu peux fonctionner avec 5000 balles de crédit. T'imagines 5000 balles de crédit, c'est tout ce que tu peux mettre dans un crédit là. En fait, ça remplit tous tes besoins naturels. Largement, et t'as de quoi partir en vacances quand t'as envie, t'as de quoi. Voilà. Mais si tu dis je suis flambeur, j'achète une voiture toutes les semaines, non, ça va pas passer. Ouais. Tu vois. Donc c'est le truc qui est bien, c'est que tout n'est pas trop accessible et t'as pas trop d'argent à te déconnecter de la réalité. C'est quand même énorme, hein, on est bien d'accord. Ouais. Mais je trouve que moi maintenant j'ai plus l'objectif de style l'euro million, ouais je veux 180 millions machin. J'ai plus l'objectif de me dire vas-y viens on essaie de trouver 7500 balles par mois, quoi. Ouais. Et cette idée là, et au-dessus on s'en fout, au pire on donne à des assos, on paye des gens, c'est de l'argent qui suffit pour une personne. Gagner plus, tu trouves que c'est un peu indécent et que ça te contribuerait pas plus à ton bonheur. En fait c'est ça, je suis d'accord avec le fait que ça servirait à rien d'avoir plus. Ok. Voilà. Parce que par contre moi je pense que plus tu gagnes, plus t'as un rythme de vie qui monte. Ah mais ça c'est sûr. En fait, t'es jamais satisfait. Quand tu gagnes 2000 et quand tu gagnes 4000 et quand tu gagnes 8000 et quand tu gagnes 16000 par exemple, et ben en fait tu vas toujours te dire ah oui mais maintenant en fait tes standards ils montent avec ce que tu gagnes. Ouais mais bon regarde, aujourd'hui assez, en fait. Aujourd'hui à peu près la majorité des gens ont leur salaire fixe et ils vivent avec. Oui mais ils voudraient plus. Bien sûr qu'ils voudraient plus, mais ce que je veux dire c'est que ton standard s'il est à 8000, tu vas pas te plaindre de dire ah putain j'ai pas assez d'argent. Tu vois ce que je veux dire, c'est gère-le ton argent plutôt que de dire j'arrive pas à avoir mon leur standard ils montent, du coup ils veulent des meilleures choses, parce qu'en fait tu vas peut-être que bah oui mais c'est justement ce que je veux te dire, c'est contrôler ce standard. Oui, contrôle-le, les gens tous les jours le font. Ton rythme de vie. Les gens tous les jours le font, contrôler leur standard. T'as 2000 balles chaque mois, c'est 2000 balles, c'est pas plus. Ouais. Mais ça t'empêche pas de vouloir gagner 3000. Bah bien sûr. Mais c'est pas à cause de tes standards. Bah si, parce que si tu gagnes 7000, bah, tu vas dépenser un peu plus que quand tu gagnais 2000. Du coup, tes standards, forcément, ils vont monter. Et là, tu vas plus vouloir gagner 3000 comme quand t'avais 2000, tu vas vouloir gagner 8000 parce que t'as 7000, tu vois ce que je veux dire? Ah bah oui, tu vas avoir toujours plus. Ouais. Mais tu vas pas... non, oui, il faut pas se projeter en arrière, sinon oui, c'est compliqué. ça, pour le coup, je pense que c'est compliqué de diminuer petit à petit. Ouais, ça, oui, d'accord. Impossible. Mais non, ouais, pour moi, après, tu te dis, bon, bah, je gagne 7000. Si tu veux, après, oui, si tu te dis, mon standard, finalement, il est plus haut et que je me motive à 200% et je vais gagner plus d'argent, bon, bah, gagne plus d'argent. Mais je pense qu'il faut savoir aussi doser son standard. Si tu dis, mon train de vie, en fait, quand j'y réfléchis, il me correspond comme ça et effectivement, je dis une connerie, j'aime les voitures et je veux en acheter régulièrement. Ouais. Bah, peut-être qu'au lieu de dire, je vais en acheter tous les mois, je vais en acheter tous les 3 mois. Tu vois, c'est gérer son standard un peu. Ouais. Je veux pas dire qu'on peut pas être heureux quand on gagne moins.
Ce que je veux dire, c'est que, à mon avis, quand t'arrives à 7000, c'est pas le palier où ça y est, t'as moins envie d'avoir de l'argent sur ton compte et tu trouves que t'en as assez, tu vois ce que je veux dire? Bah, de toute façon, je pense que plus tu gagnes, en fait, le fait de monter, tu te diras toujours, ouais, il faut que j'en ai toujours plus, ce sera que mieux. Ouais. En plus, tu vas découvrir de nouvelles manières de dépenser ton argent. Bah ouais, non, mais c'est sûr. Ah oui, ça pour te le pomper, le fric, il y a du monde. Hein. Ouais, c'est clair. Plus tu montes et plus tu rencontres des gens, plus qu'on des grands moyens et qui te montrent comment claquer ton argent. Mais je pense que voilà, en fait, je pense qu'il faut à partir d'une certaine somme. Après, chacun définit la sienne. Il y en a qui vont te dire, ah ouais, non, moi, en dessous de 100 000 par mois, effectivement, c'est pas la peine. Ouais. Bon, bah, soit, fais ça, quoi. Parce qu'ils sont habitués à ce standard, en fait. Ouais, ou c'est peut-être un objectif, hein. Il faut pas s'arrêter à se dire, ouais, à 7000 balles. Moi, c'est plus mon standard à moi où je me dis, moi, je pense qu'effectivement, à 7000, je vois pas de quoi j'aurais plus besoin, quoi. Je pourrais me permettre de me dire, bon, bah, ok, allez, une fois par an, je vais chez Dior et je claque un SMIC, quoi. Enfin, un SMIC. Je claque du coup mon salaire une fois par an, tu vois, je pourrais le faire. Et en même temps, me dire, bah, je peux m'acheter une jolie voiture, je peux payer un crédit sans me faire chier, avoir une jolie maison, machin. Donc pour moi, je vois pas ce que j'aurais besoin de plus, quoi. Ouais. Après, ce que moi je vais rechercher, je vais plutôt aller le rechercher chez des gens, dans des aventures, des trucs comme ça. Au final, ça dépend où tu mets le curseur de ton bonheur. Exactement, ouais. T'es pas obligé de le mettre sur l'argent. Ouais. Parce que si tu le mets sur l'argent, c'est souvent les personnes qui ont des problèmes d'argent et qui du coup, ça ferait leur bonheur de plus avoir de problèmes d'argent, pas d'avoir infini argent. Voilà, c'est ça. Moi, ce serait vraiment ça, c'est de plus avoir de problème d'argent. C'est pas infini d'argent, je m'en fous d'avoir. De plus avoir à te soucier en fait. De combien il va te rester à la fin du mois, quand tu fais les courses, devoir regarder les prix. Ouais, c'est ça. Cette liberté un peu. Ouais, c'est ça, c'est une liberté, ouais. Oui, qui est accessible, je pense, en France, au-dessus de 6 000 euros par mois, tu commences à plus trop regarder. Ouais, mais même peut-être avant. Hein. Ouais. Même peut-être avant. Ça dépend comment tu gères ton argent. Mais... C'est vrai, c'est en fait pas. Après, j'espère que quelqu'un qui gagne 6-7 000, il gère quand même correctement son argent. Faut pas être. Ah, je sais pas. Ça dépend comment il le gagne. Bon, après, de toute façon, l'argent, faut qu'il tourne, hein, mais. C'est sûr. Plutôt que les. Ça, non, on dévie, hein. Peut-être qu'on coupera tout ça, mais je trouve que c'est un problème dans la société, les gens qui mettent des millions de côté. Parce qu'en fait, ça empêche de faire circuler l'économie. De faire circuler, ouais. Du coup, en fait, les mecs, ils se créent un empire pour rien. Ils vont mourir avec leur argent qu'ils n'auront pas dépensé, qui va aller à leur fils, bon, qui ira dans les caisses de l'État à ce moment-là, un peu aussi. Mais du coup, en fait, c'est l'argent qui n'a pas circulé pendant 10, 15, 20 ans, qui a été gâché, quoi. Mais à la limite, moi, j'aurais tendance à dire que je suis pas forcément contre, dans le sens où... Parce que c'est plutôt des gens qui sont des grosses entreprises dans ces circonstances-là. Mais du coup, en contrepartie, je serais vachement à faire du made in France de partout, quoi. Que le pognon, au lieu de faire fabriquer... Parce que ça veut un peu dire ça, faire fabriquer ailleurs, c'est nous, on envoie du pognon ailleurs. Ouais, exactement. Alors faire fabriquer chez nous, on reçoit du pognon. Et ça, je trouve qu'on l'oublie un petit peu. Il y en a plein qui disent, qui regardent que le prix. Moi, quand j'achète un truc, si made in France, moi, c'est vraiment sérieusement une valeur ajoutée. Bah oui. Ou même s'il est 10 € plus cher sur un t-shirt, je dis une connerie, je suis prêt à mettre 10 € plus cher en me disant, ok, mais au moins, c'est du pognon qui est chez nous, quoi. Et qui vient chez nous. Parce que si demain, on fait tout faire ailleurs, tu vas voir que surprenamment, le SMIC va descendre à vitesse grand V, quoi. Bah oui. Parce que déjà, tu perds de l'emploi. Tu perds de l'emploi, tu perds... Ouais, non, mais au bout d'un moment, on va avoir des soucis. Hein. C'est sûr. Donc ouais, non, moi, c'est vraiment cette histoire un peu de made in France. Je m'en fous que le mec, il stocke, mais par contre, vas-y, fabrique en France, faut que les gens te demandent que ça vienne de France, quoi. Ouais. Typiquement, l'industrie du luxe, c'est de plus en plus défendu, ça, le made in France. Bah, en fait, quand tu réfléchis un petit peu, tu te dis... parce que nous, on réfléchit souvent avec notre petit argent, machin. Si tu réfléchis au gros... ça peut, si demain on gagne tous 2 fois plus, on gagne tous 2 fois plus, quoi. Dans les autres pays, tu pourras y aller, t'auras 2 fois plus de pognon, c'est ça que je veux dire, tu vois. C'est si la France s'enrichit, c'est sûr que... c'est que bénéfique, Bah ouais, pourquoi tout le monde veut aller en Suisse ? C'est exactement ça. Enfin, aller en Suisse, mais être à la frontière pour payer les charges françaises. Hein. Ouais, c'est ça. Mais voilà, la Suisse l'illustre très bien, ça. Donc pour ça, faut faire du made in France. L'industrie du luxe, on peut critiquer, machin, et je pense que rien n'est tout beau tout rose, avec Bernard Arnault, tout ça, mais n'empêche que
Ça rapporte du pognon en France, quoi. C'est clair. Bon, après, ils sont un peu obligés, hein. Du luxe qui vient pas de Paris, ça marche pas. Mais, luxe made in China. Du luxe made in China, c'est compliqué, mais après, je connais pas d'où ça vient, ça se trouve en secours complet, mais en tout cas, je sais que ça rapporte du pognon. Portugal. Je sais que l'industrie du pognon rapporte, l'industrie du luxe, pardon, rapporte du pognon en France, quoi. Ça génère beaucoup d'emplois, en tout cas. Ça fait marcher bien les petits artisans. Ouais. As-tu des habitudes ou des rituels qui t'aident à rester connecté à ton identité actuelle? T'as des petits rituels je sais pas, aller voir tes amis le dimanche ou... Ouais, j'ai des petits rituels. C'est vrai que le dimanche, avec ma chérie, on aime beaucoup la Formule 1, donc on a nos rituels de ça, où on regarde en famille. En général, on fait repas de famille et on regarde ça. Sympa, ça. Il y a des trucs comme ça. Il y a les amis où je me dis, allez, une fois par mois, je me fixe une date où j'essaie d'aller voir. Ouais. Ou quand tu te lèves le matin, tu t'aimes faire quelque chose qui te permet de te lancer dans ta journée. Un truc qui ferait que je passe une bonne journée. Ouais. C'est le réveil matinal. Je suis un grand matinal. Ouais, te lever tôt. Si je me lève à 6h, de 6h à midi, je peux faire des trucs sans m'arrêter, machin. Je sais que c'est une bonne journée qui commence, quoi. Ouais. Et ma journée paraît plus longue. Ok. Il y a ça aussi. Mais j'ai l'impression que c'est là où je fais le plus de choses, où je suis le plus productif, où je prends le plus de plaisir à faire des trucs. Ouais, t'es matinal, quoi. Le matin, quoi. Ouais. L'après-midi, je suis un légume. Trop tard après. Ah ouais, après, j'ai vraiment du mal. Mais c'est après manger. Mais c'est souvent comme ça. Hein. Parce que le matin, c'est là où t'as l'esprit le plus clair. Ouais. Enfin, si tu dors bien. Bien reposé et tout, en général. C'est sûr que le lendemain de soirée est compliqué, mais... c'est des cas particuliers. Voilà. C'est des cas particuliers. En pensant à l'avenir, est-ce qu'il y a des questions ou des aspects de toi que tu aimerais continuer à développer? Ouais. Le mental, je pense que... En fait, quand je dis le mental, c'est la façon de réfléchir un peu... Tout ce qui va concerner son esprit. Ouais, le mindset. Ouais. Ça, il faut que... C'est un peu mon point fort, je dirais. Donc c'est le truc que je travaille à 200% tout le temps. Ok. Et ouais, ça c'est le truc qu'il faut absolument que je continue à garder au fil du temps, que je reste objectif sur tout. Ça, je trouve ça hyper important. Ouais. Pas devenir un vieux con. Pas devenir un vieux con, typiquement, c'est exactement ce que j'allais dire. Ouais, c'est le truc de dire, il faut découvrir, même si j'ai pas envie. Et viens, on découvre et ça se trouve. Rester ouvert. Rester ouvert d'esprit, machin. Ouais, ça c'est le truc qu'il faut absolument que je garde. Et est-ce que t'as des exercices, des trucs que tu penses faire pour améliorer ces choses à l'avenir? C'est juste un petit travail quotidien que tu essayes de faire? Alors, effort, un peu comme la culture, c'est un petit bout tous les jours. Ouais. C'est comme ça que ça marche. Mais après, oui, il y a toujours des gens plutôt avec qui je m'entoure aussi de gens qui me correspondent. Et il y a des gens avec qui je sais que je peux m'entourer et discuter, débattre, se prendre un peu la tête, un peu team franc-maçon, quoi. Et ouais, réfléchir sur comment on peut, qu'est-ce qu'on en pense, comment on pourrait nous interagir à notre échelle, parce qu'il y a ça. Tu choisis un peu tes relations en fonction de ce qu'ils peuvent t'apporter en termes d'ouverture d'esprit, Je choisis pas mes relations sur un critère. Ouais. Mais il y en a avec qui je vais me dire eux, je sais que je peux discuter et me prendre la tête pendant des heures. Il y en a où je vais me dire ils en ont rien à foutre, quoi. Je sais que je pourrais le faire, mais ils en ont rien à foutre. Donc non, on va aller sur un bon moment avec mais ça n'empêche que en fait c'est comme si j'avais plusieurs profils, comme on avait dit, et donc suivant avec qui je suis, je vais dire là je sais que je mets le cerveau sur off et on fait la fête et voilà. Non mais voilà, et j'adore aussi tout autant d'ailleurs. Oui, l'un n'est pas plus mauvais que l'autre, c'est juste deux moments où t'as pas envie des mêmes choses. Exactement. Donc ouais. Ok. Continue surtout à développer ça. Ça marche. Si tu pouvais envoyer un message à la version de toi dans 10 ans, que lui dirais-tu? Ça se passe bien. Est-ce que ça se passe bien? Non. Est-ce qu'on a atteint nos objectifs de cette date? À peu près. J'ai pas forcément de date précise. T'as des objectifs mais dans 10 ans un peu? Ouais, 10 ans, ouais. Tu te vois où? 10 ans, l'idée c'est d'avoir peut-être un travail stable ou quelque chose qui me passionne, dont je peux en faire mon métier. Ouais. Et le critère principal, alors c'est un peu peut-être des fois exigeant, mais une maison pour bien vivre. Ouais, un cadre familial installé, quoi. Un cadre familial installé avec
moi, mon rêve absolu, je verrai si j'y arriverai, mais ce serait, voilà, si vraiment dans 10 ans j'ai réussi, c'est tout coché. C'est un atelier de mécanique ou atelier studio, un peu, tu vois, un peu de tout. Qui mélange un peu tes passions. Un peu toutes mes passions que je fais, voilà, à côté. Ok. Et là, ouais, après, je coche la case 30-35 ans et on peut passer à l'étape peut-être suivante. Famille. Ça y est. Ouais. Faire des enfants et tout ça. Ouais, voilà, ce serait un peu tu veux des enfants Ouais, bien sûr, ouais. Mais tu sais, je pense que c'est important. Hein. Tu te dis que tu veux des enfants à un certain âge ou tu te dis que tu veux des enfants à partir d'une certaine situation À partir d'une situation. Ok. C'est typiquement ça. C'est la maison, c'est... Ouais. Moi, j'ai eu la chance de grandir dans un grand corps de ferme au milieu de la pampa. Il y avait la forêt à gauche, à droite. Ouais. Je suis extrêmement content d'avoir eu cette chance et j'aimerais pouvoir l'offrir à mes enfants, quoi. Ok. Moi là en appartement comme on est actuellement, je pourrais pas. Okay. Je trouverais ça. Tu veux leur donner le même cadre de vie que tu as pu avoir. Vraiment, je trouve avoir eu la chance de pouvoir le faire et je trouve que c'est cool de pouvoir le faire perdurer. Et en plus, moi ça fait que j'étais pas forcément connecté toute ma jeunesse. J'ai vraiment profité à l'extérieur, quoi. Bah oui. Tu sais, quand je vois un peu Inoxtag qui fait son Everest et qui découvre le monde. Oui. Ben moi, à 5 ans, j'étais dehors dans la forêt, je grimpais des trucs, je passais des nuits en pleine forêt. Tu vois, donc en fait, ce que je veux dire, moi j'ai eu le chemin inverse. Ouais. Donc je sais d'où je viens, c'est l'avantage. Nous, on est la génération d'un peu avant, quoi. On est presque, la limite. On est presque la limite. Il y avait pas encore vraiment d'écran quand on était jeune. Ouais. Ouais, mais ça arrivait quand même très très vite. Hein. Moi, j'ai souvenir qu'à 7 ans, ça y est, je sortais quasiment plus. Enfin, non, en vrai, je sortais toujours, mais je passais beaucoup de temps sur les écrans. Quand on commençait à avoir les jeux vidéo. Aujourd'hui, j'adore les écrans. Ce serait con de dire que c'est un mauvais truc. C'est trop bien. C'est bien de découvrir d'autres choses aussi, quoi. Mais c'est bien, moi je trouve que c'est important. Inoxtag le montre très bien, très très bien. Et tout ça pour en revenir au fait que moi j'ai eu la chance de partir directement sur ce que Inoxtag a découvert aujourd'hui, la montagne par exemple. Moi j'ai découvert, c'est mes origines, quoi. Ouais. Et j'en suis super content. Ok. Donc je veux offrir ça à mon héritage. Est-ce que tu as un conseil ou une pensée à partager avec les personnes qui se cherchent encore aujourd'hui ? Qui se cherchent dans quel domaine ? Est-ce que c'est professionnel ou personnel ? Mentalement, en général. Ce qui t'inspire quand la question te vient? Je pense que il faut voir l'avenir, peut-être des fois pas trop loin. Moi je fais partie des gens qui voient un peu trop loin et ça me brouille un peu sur le cheminement. Ça met une pression des fois. Ouais, c'est peut-être bien de pas trop se prendre la tête des fois aussi et d'aller simplement faire un truc, fais, et puis tu verras. On a beaucoup la tendance critique. Moi, il y a plein de domaines où je suis allé, je suis resté 1 semaine, mais pas parce que c'est difficile. Il y a des métiers que j'ai fait très très difficiles, j'ai fait plus longtemps. Et on te dit, tu tiens pas le métier, tu sais. Ouais. Des trucs comme ça, on s'en bat les couilles. J'ai pas aimé, c'est nul, voilà. Bah oui, t'as essayé. J'ai essayé, j'ai pas aimé. Voilà, je m'en fous. Vaut mieux ça qu'un mec qui a jamais rien testé, quoi. Voilà, c'est ça. Ouais, par contre, voilà, moi je pouvais débattre de n'importe quoi, tu pouvais leur parler de n'importe quoi. T'avais une culture de billes, quoi, tu vois, pour certains. Donc tu dis, ah oui, donc c'est ça. Pour toi, c'est ça la définition du savoir. Le savoir est une arme et tu dis que c'est ça. Donc ouais, non, je pense vraiment, l'idée, c'est de... Pour moi, en tout cas, c'est découvre ce que tu veux faire, ce que tu veux devenir. Ouais. Je pense qu'il faut pas se changer fondamentalement, mais pouvoir se modifier petit à petit. Moi, je l'ai vu avec ma compagne qui partait de très très loin, qui a évolué au fil du temps. Elle est tellement épanouie aujourd'hui. Ouais. Et ça a été un petit bout, quoi. En 5-6 ans, là, c'est un petit bout, il faut faire petit à petit. Ouais, c'est un processus long. Long, il faut prendre le temps, il faut y aller tous les jours un petit peu, même si c'est minime. C'est quoi la première étape pour que les gens puissent commencer à se trouver eux-mêmes Bah, je pense, pour moi, ça passerait par la découverte. Okay. Quand j'entends découverte, ça peut être découverte d'endroits, dire bon, bah allez, je me barre de là où je suis. Ouais. Par exemple, je vais voir ailleurs. C'est un peu ta routine, ton travail. La découverte de nouvelles personnes. Il y a beaucoup de personnes qui sont pas forcément viables dans le temps ou bonnes pour ta façon de réfléchir. Oui, qui peuvent te tirer un peu vers le bas. Et d'autres qui tu des fois ne le soupçonnerais pas peuvent t'apporter beaucoup de chez beaucoup. C'est sûr. Dans un cadre sain et simple. Et ça, je pense que c'est des gens qu'il faut s'entourer de personnes comme ça, tu vois. Okay. Pouvoir
autant discuter de problèmes, de façon de réfléchir, etc., comme simplement boire un coup et même pas forcément parler. Et se poser et regarder une vidéo, quelque chose, et voilà. Vraiment, ouais. Des fois, des moments simples avec des gens simples, c'est parfois la meilleure chose qui puisse arriver. Ok. Je pense que justement, ceux qui se cherchent se mettent peut-être trop de pression. Ouais. Il y a peut-être un peu de ça, justement. Parce que ça les empêche de passer à l'action, c'est que ça leur paraît énorme et difficile, et c'est sortir de sa zone de confort, quoi. Ça fait toujours peur. Hein. Oui, mais ça, après, plus tu le fais, et plus tu seras habitué à le faire. C'est vrai. C'est comme quand t'es petit, tu peux pas répondre au téléphone. Ça, j'aimais pas. Ouais. Et aujourd'hui, tu réponds tellement au téléphone que, tu réponds et c'est naturel, ouais. C'est un muscle que tu travailles, quoi. Sortir de ta zone de confort. Ouais, vraiment. Ça devient de plus en plus simple. Se confronter aussi des fois à la peur, parce que c'est un peu synonyme de la peur. Aller découvrir des nouvelles choses. Et puis c'est là aussi où tu passes des fois des meilleurs moments où tu te dis putain, ça pourrait être un film. Ouais. Et des fois tu te dis, quand tu découvres des choses, tu te dis c'est un film ce qui se passe. Ce qui te fait le plus peur ou qui te procure le plus de peur avant de le faire, c'est souvent les choses qui sont les plus folles qui se passent le mieux finalement. Qui en fait seraient les plus importantes pour toi, parce que c'est justement cette peur qui fait que tu vas kiffer derrière en fait quand tu vas le faire. Ouais, exactement. Exactement. Donc voilà, moi je dirais c'est petit à petit, moi, le truc un de mes profs m'a dit et qui m'a un peu marqué, c'est qui marche pour la culture mais qui marche pour tout en général, c'est un petit bout tous les jours. Je trouve que ça illustre trop bien la vie. Ouais, carrément. Un petit bout tous les jours. De ce que tu veux, on s'en fout. Un petit bout tous les jours. Progression constante. Ouais. Peu importe à quelle vitesse. On s'en fout. Tant que tu fais un petit pas, c'est... Ouais, c'est le plus important. Ok. Voilà. Ok, merci Loïc pour ce podcast. Avec grand plaisir, ça m'a fait plaisir. J'espère qu'on en refera d'autres. Ouais, avec grand plaisir, on en fera. Parfait, à la prochaine. Allez, ciao. Ciao les gars. À bientôt.